Donc merci à nos invités, merci à vous d'être venus. Donc on va commencer, vous demander un petit exercice et vous présenter un à un voilà, votre parcours, votre carrière et ce que vous faites aujourd'hui. Donc je ne sais pas si vous êtes la parole en premier. Ça marche ça? Okay. Bien, donc je m'appelle Bertrand Pierre Gallet, j'ai 57 ans. Je suis depuis les dernières élections municipales maire adjoint de Boulogne-Billancourt, chargé de l'environnement et des espaces verts. Boulogne-Billancourt étant, comme vous le savez tous, la deuxième ville d'Île-de-France avec 115 000 habitants en 1900. Et par ailleurs, j'ai un parcours assez affaires publiques, puisque j'ai fait Sciences Po et l'ENA, et que je suis haut fonctionnaire au ministère de la Culture. Enfin, j'ai été dans d'autres endroits, mais actuellement au ministère de la Culture depuis plus de 30 ans. C'est terrifiant. Voilà. Ça suffit? Oui. J'ai une femme et 3 enfants. Bien, écoutez, moi je m'appelle Danielle Simonet, je suis conseillère de Paris, du parti de gauche. J'ai 44 ans, je suis conseillère d'orientation psychologue de métier. Depuis 2008, je n'exerce pas, je suis en disponibilité pour me consacrer à mon mandat puisque les citoyens payent des impôts pour que j'ai une indemnité pour exercer pleinement ce mandat. J'ai eu un parcours militant, d'abord dans le syndicalisme étudiant. Je suis déjà passée dans cette fac pour d'autres actions et d'autres initiatives, je dirais. Et j'ai eu aussi un parcours militant dans l'antiracisme, dans la lutte contre le Front National. Que vous dire d'autre? J'exerce aussi des responsabilités de secrétaire national au sein du parti de gauche, et notamment dans le parti de gauche, sur tout ce qui touche à la fois aux émancipations urbaines et aussi à l'éducation populaire et à l'agite propre. Voilà, je pense que... Concernant ma vie privée, si je suis mariée, si j'ai des enfants, je suis profondément attachée à la laïcité et j'estime qu'il y a une séparation très stricte à avoir entre la sphère publique et la sphère privée, donc c'est moi que ça regarde. J'ai juste donné une précision parce que je crois que je ne l'ai pas dit, alors j'en ai nullement honte. Je suis maire adjoint UMP de Boulogne-Billancourt. Si je n'étais pas UMP, je ne serais pas maire adjoint. Ça marche. Moi, je suis Jacques Terret, je suis vice-président de Transparency International France, qui est l'une des 100 sections nationales de Transparency International. Et je le suis depuis 10 ans. Et avant cela, j'étais avocat spécialisé dans la matière financière et bancaire. Et voilà. Voilà mon parcours. Bonsoir à tous, Selim Alili, président de l'Observatoire des think tanks. Alors, j'ai 37 ans, pour l'âge c'est fait. Au niveau du parcours, déjà au niveau des études en sciences politiques, je suis diplômé de l'ESCP et je poursuis actuellement une thèse en sciences politiques à l'Université Paris-Est en tutelle avec l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Ça c'est pour les dimensions scolaires. Et d'un point de vue professionnel, j'ai aussi à la fois dans le public et dans le privé, dans différentes organisations. Et aujourd'hui, je suis consultant entreprise à 50% et 50% du temps. Entre-temps, j'interviens dans des universités, écoles de commerce, en mission de vacation, de vacataire et d'enseignement sur des questions de lobbying, communication, d'intelligence économique et de gouvernance européenne. Alors, pour commencer le débat, on va reposer peut-être un petit peu le propos tel qu'on l'avait annoncé dans l'introduction de la conférence. Donc le lien, la crise de la représentativité, le lien entre élus et citoyens. Alors nous on est parti vraiment du constat, je pense que tout le monde peut faire, que cette question est au cœur des préoccupations autant peut-être des élus, d'autant plus des citoyens, avec l'image d'un taux d'abstention toujours plus important. On l'a vu encore ce week-end, un vote qui se tourne de plus en plus vers les extrêmes, mais aussi une défiance, un consentement à l'impôt qui est de plus en plus fragile, une méfiance vis-à-vis des élites et des citoyens qui ont vraiment un sentiment d'avoir des droits de plus en plus bafoués et un vote qui finalement ne serait plus audible et des revendications qui ne seraient pas plus prises en compte par la
les pouvoirs publics. Au-delà de ça, il y a aussi des chiffres qui sont assez criants. Par exemple, si on prend le cas des conseillers généraux, après l'élection d'avant-hier, on voit notamment en 2014 que plus de 30% des conseillers généraux étaient cadres supérieurs, seulement 1% étaient ouvriers, alors même qu'il s'agit du groupe majoritaire dans la société. Il y a une mauvaise représentation sociologiquement des ouvriers, des employés. Et voilà, on a notamment le chiffre du dernier baromètre Civipop qui montre qu'aujourd'hui on a moins de 40% des Français interrogés qui disent avoir confiance à la fois en leurs représentants à l'Assemblée mais aussi au Sénat. Et moi voilà, je voudrais d'abord avoir votre réaction sur ce constat. Est-ce que vous le partagez? Est-ce que vous ne le partagez pas? Mais surtout du point de vue de votre fonction, qu'est-ce que cela implique pour vous? Et comment vous vivez cette réalité du délitement du lien citoyen-élu dans la vie de tous les jours, dans votre fonction? C'est toujours moi qui commence, Ça commence par là. Alors, bon, sur l'analyse que vous faites, il y a des choses qu'on pourrait nuancer, mais je pense qu'effectivement, elle est assez justifiée. C'est pas la première fois qu'on a dans la société française des problèmes de ce genre. On en a connu à d'autres périodes de l'histoire, que ce soit... alors l'abstention, l'augmentation de l'abstention, je fais appel à mes souvenirs, je suis pas sûr qu'on ait eu autant d'abstention. Mais on a eu des partis, alors vous dites extrêmes, je vais me référer à mon vieux maître Alain Duhamel, disons plutôt des partis tribuniciens, des partis pour lesquels les gens votent plutôt pour s'exprimer que pour qu'ils gouvernent, qui représentaient des parts importantes de l'opinion. Il y a eu d'autres époques où on l'a connu. Alors dans la vie courante d'un élu, ce genre de situation se manifeste. Moi je ne suis pas élu depuis très longtemps, donc je n'ai pas une très grosse expérience, mais se manifeste d'une manière assez classique, c'est-à-dire que les gens qui viennent vous voir sont généralement des gens qui ont à se plaindre. Enfin, il y a deux catégories de gens, il y a ceux qui ont quelque chose à demander et ceux qui ont à se plaindre. Et dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, très souvent quand on ne leur donne pas satisfaction, soit ils vous disent bon, de toute façon je vous en veux pas parce que vous n'y pouvez pas grand-chose, soit ils disent bah oui, de toute façon vous êtes tous pareils, on peut rien vous demander, vous servez à rien. Et c'est vrai que c'est quelquefois un point de vue qu'on rencontre. Alors encore une fois, ça peut être positif ou négatif, ça peut être une façon d'excuser l'élu qui ne fait pas immédiatement à la demande. Moi j'occupe d'espaces verts, donc j'ai souvent des problèmes avec les chiens qui salissent les endroits où les enfants jouent par exemple, des choses comme ça, donc j'explique qu'on ne peut pas euthanasier tous les chiens de la ville et que et donc d'ailleurs qu'on en arrive à supprimer les bacs à sable, parce que la seule solution pour que les bacs à sable ne soient pas souillés par les chiens, c'est qu'il n'y en ait plus. Donc évidemment les gens ne sont pas contents parce qu'il n'y a plus de bacs à sable. Et alors face à ce genre de problèmes non résolus, qui sont les problèmes du quotidien, voilà, les gens vous disent de toute façon c'est plus vous qui vous en occupez. En plus il y a un autre élément je pense dans l'attitude dubitative des gens vis-à-vis des élus, notamment locaux, c'est que le système local est quand même devenu très compliqué. Et donc les gens ne savent plus très bien qui est responsable de quoi. Dans le cas des dossiers dont je m'occupe à Boulogne, ça relève maintenant de la communauté urbaine. Alors, évidemment, je ne leur dis pas, c'est pas moi, c'est la communauté urbaine, mais comme ils l'ont lu dans les journaux, ils le savent un petit peu. Donc, ils disent oui, puis de toute façon, c'est la communauté urbaine, on ne sait pas qui c'est. On sait très bien qui c'est la communauté urbaine, c'est les mêmes élus que dans les villes. Mais comme c'est pas vraiment entré dans les esprits, donc il y a une espèce de sentiment vis-à-vis des questions dont s'occupent les élus locaux, qui est finalement une espèce de magma de gens qui sont élus, qui sont plus ou moins bienveillants, vis-à-vis desquels on est plus ou moins bienveillant, mais que finalement ils n'ont pas énormément de prise eux-mêmes sur le système. C'est peut-être ça qui, de l'échelle des bacs à sable à celle de la résolution du problème de l'emploi, explique une partie de la désillusion des Français vis-à-vis de leurs représentants. Oui, alors. Bah, oui, moi je partage votre constat. Il y a environ un électeur sur deux qui n'est pas venu voter ce week-end. Ça montre une crise démocratique profonde dans ce pays. Moi je mettrais en avant trois grandes raisons. Alors pour aller vite, parce qu'il y en a beaucoup plus. Ces trois grandes raisons, d'abord,
je pense que quand même ça fait des décennies où les citoyens, les citoyennes qui votent à gauche, à droite, bah, finalement ils se rendent compte que les gouvernements successifs, UMP ou PS, bah, finalement font la même politique et que leur vie se dégrade, les conditions de leur vie se dégradent, sans qu'ils aient le sentiment qu'on ait pris en compte leurs préoccupations. Donc je pense que le sentiment que vous votiez ou pas, finalement les mêmes politiques se déroulent sous leurs yeux, et bien pour eux déjà pour suffire aussi à s'éloigner du bureau de vote. Je pense par ailleurs qu'il y a une vraie réalité derrière tout ça, parce que il est vrai que vous comparez les politiques menées sous Sarkozy ou sous Hollande, eh bien il y a quand même une même logique libérale qui se déroule et qui est dans un contexte européen quand même bien déterminé. Où vous avez des injonctions de Bruxelles qui imposent l'horizon indépassable des 3% de déficit public, avec le rouleau compresseur des politiques d'austérité qui va avec, et une volonté de mettre en place des réformes structurelles qui visent à bien casser un à un l'ensemble des réglementations sociales et écologiques. Et l'ensemble des lois qui sont en ce moment votées eh bien, se relèvent de cette logique-là. Alors, c'est difficile de trouver où a commencé ce processus. Moi, je retiendrai quand même une date importante, et qui a été importante dans mon cheminement politique personnel, celle du 29 mai 2005, où vous avez une majorité des Françaises et des Françaises qui votent non au référendum sur le traité constitutionnel européen. Et là, vous aviez un taux de participation énorme. Vous aviez des débats partout. Vous ne pouviez pas prendre le métro, aller au café, discuter chez des amis, en famille, sans que tout le peuple se mette à parler et à s'écharper sur ce sujet-là. Donc on voit bien qu'on a un peuple en France, avec l'histoire, puis la Révolution française, un peuple français très politique, et qui s'était vraiment approprié ce débat-là. Et finalement, ce vote-là n'a pas été respecté, et depuis, on nous déroule toutes ces politiques. Il y a même une situation de déni démocratique qui est quand même extrêmement grave, et sur lequel je trouve les journaux ne s'attardent pas assez. C'est que vous savez que maintenant, le fait que c'est au peuple souverain et à ses représentants à l'Assemblée nationale de définir les politiques, c'est plus vraiment ça ce qui se passe, puisque lorsque, en France, on doit décider de notre budget, avant qu'il soit soumis au vote des parlementaires, eh bien, il faut le soumettre à la commission, qui regarde la copie, et qui peut même exiger de refaire la copie. Hein, c'est tout le cadre du TSCG, du mécanisme européen de stabilité qui dicte cela, et d'ailleurs on le voit sous nos yeux. En Grèce, alors que le peuple grec a voté majoritairement pour Syriza, le parti Syriza, est en ce moment dans un bras de fer pour faire respecter sa souveraineté populaire face aux institutions européennes qui veulent exiger que d'autres politiques se passent. Troisième raison, je serai plus rapide, excusez-moi, je suis très bavarde. Troisième raison, on est en plus en France dans des institutions, celles de la Ve République, qui sont des institutions pas si démocratiques que cela. Hein, donc, Mitterrand parlait du coup d'État permanent. La Ve République, c'est quand même une certaine monarchie présidentielle où tous les pouvoirs sont concentrés sur le président de la République et sur l'exécutif, et avec des outils antidémocratiques comme le 49.3 qui permet finalement de violer le débat parlementaire, qui est quand même le cadre le plus important où se délibèrent les politiques et les lois qui sont censées répondre à l'intérêt général. Et cette Ve République, elle accélère et facilite aussi l'évolution d'une société qui n'est plus si démocratique que cela, selon moi, et qui vire à l'oligarchie. Qu'est-ce que c'est que l'oligarchie? C'est quand vous avez une collusion entre les intérêts du pouvoir économique, du pouvoir médiatique et du pouvoir économique. Moi, je vous invite à lire et à regarder aussi le film tiré de Serge Halimi, Le Nouveau Chien de Garde, et de regarder aussi, selon les petits documentaires que vous pouvez trouver sur les dîners du siècle, et qui montrent bien qu'il y a une certaine collusion entre une classe dominante, une classe dirigeante, entre ces différents milieux. Donc je pense que oui, tout cela, eh bien, ça accentue le sentiment, vous disiez qu'on n'arrive pas à peser sur le système, c'est surtout le sentiment que finalement les partis politiques sont tous dans ce système, alors qu'il faudrait changer ce système. J'aurais plein d'autres choses à dire, mais j'en laisse pas. Alors, ma chère collègue, non mais je voudrais juste faire un point d'ordre. Je peux moi aussi consacrer mon temps de parole à faire un résumé du programme national du parti politique auquel j'appartiens et de son appréciation sur les affaires du monde en général. Moi j'ai essayé de répondre à la question qui vous appelle à notre expérience vécue
d'élus locaux de terrain. Ok, alors après on peut faire des commentaires que vous dites. Je les comprends en partie. Non mais les bacs à sable, voilà, c'est un exemple. Cela dit, ce que les gens disent sur les bacs à sable, ils le disent aussi à un autre échelon, sur des sujets plus importants, en disant c'est plus le Parlement qui décide, c'est l'Europe. Bon. Alors ce qu'ils oublient volontiers, parce que les hommes politiques sont parfois un petit peu, comment dirais-je, responsables de ce qui leur arrive, c'est que ce que font les institutions européennes, c'est ce que les gouvernements nationaux réunis décident de faire ensemble. Et quand un gouvernement décide de faire des choses en désaccord avec ce que le précédent a fait, comme c'est le cas de ce qui se passe en ce moment en Grèce, il a parfaitement le droit de le faire, mais à condition de ne pas demander aux autres pays européens de le financer. Ce qui est ce que M. Tsipras essaye de faire, puisqu'on engage le débat là-dessus, et effectivement, la souveraineté d'un pays qui dépend des autres pour financer la paye de ses fonctionnaires, elle est limitée. Mais c'est pas de la faute des autres, c'est de la faute de ce pays-là. Je crois qu'il faut quand même revenir à ça, et je pense que aussi une des raisons de la désaffection des citoyens pour la vie publique, c'est précisément la persistance dans le débat politique, en France en particulier, des deux côtés de l'échiquier politique, dans les partis les plus virulents, qui d'ailleurs disent un peu la même chose, puisqu'ils sont tous les deux très favorables à M. Tsipras, c'est-à-dire le Front National et le Front de Gauche, d'une forme de pensée magique qui consiste à dire que la souveraineté du peuple peut triompher de tous les obstacles. Malheureusement, quand les obstacles, ça consiste à payer ses fonctionnaires et qu'on n'a pas d'argent pour le faire, sauf à piquer l'argent de la sécurité sociale, ce qui est en train de faire le gouvernement grec, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des limites à la souveraineté, de même qu'il y a des limites à la souveraineté de l'individu, qui sont liées à ses forces physiques, et au fait qu'il doit quand même respecter la souveraineté des autres individus. Et ben, dans les relations entre les nations, c'est la même chose. On ne peut pas tout faire sous prétexte qu'on a voté et qu'on le décide, ça n'a pas d'effet magique sur la réalité. Et comme disait Lénine, oui, une réalité, Lénine disait les faits sont têtus et la réalité se venge. C'est ce qu'est en train de découvrir, pour son malheur, le peuple grec. Voilà ce que je voulais dire pour montrer que je peux aussi parler d'autre chose que de Bacchus. Merci. Moi, je suis dans une association qui fait partie de la société civile. Donc, le débat tel que ma voisine vient de l'aborder, je ne l'aborderai pas et je ne le commenterai pas. Je constate que nous vivons depuis 2007 dans une crise mondiale, la plus grave que nous ayons connue depuis 1929, et que cette crise n'est pas terminée, du moins en Europe. Chômage, travailleurs pauvres et tout ce qui s'ensuit. Alors, on peut traiter cette question-là de deux manières. On peut la traiter par la dérision ou par les excès de langage, ou bien on peut la traiter avec un esprit responsable. Dans la dérision, je vous renvoie à M. Canteloup, à M. Gérard, au guignol de l'info, n'est-ce pas? Nous qui sommes intelligents, nous ne faisons pas de politique. Les pays voisins ont une vision un peu différente de la politique, qui est que les élus, on les respecte, mais on est exigeant avec eux. Les hommes politiques en ce moment, et c'est une des raisons de ce chômage, de cette abstention assez dramatique, les hommes politiques servent de bouc émissaire de la crise et de la complexité du monde ambiant. Celui qui est au gouvernement, c'est lui qui est responsable de toutes les difficultés que nous connaissons, quelles qu'ils soient. À Transparency International, nous estimons que le rôle des hommes politiques est crucial. Il est crucial parce que nous sommes en démocratie. Chez M. Poutine ou chez M. Bachar el-Assad, le rôle des hommes politiques est quasiment nul, n'est-ce pas? Les hommes politiques qui peuvent se tromper,
certains sont même malhonnêtes, mais dans l'ensemble, ils sont le reflet de ce que nous, vous et moi, nous sommes. Il faut rétablir la confiance. C'est à quoi, à Transparency, nous nous attelons. Nous avons, avant que le gouvernement ne fasse voter ces lois-là, nous avons proposé la déclaration d'intérêt et la déclaration de patrimoine des parlementaires, qui sont aujourd'hui chose faite. Nous avons réclamé et obtenu la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui surveille les conflits d'intérêts des hommes politiques. Vous savez qu'il y a déjà eu un ministre et 5 parlementaires épinglés par cette haute autorité, donc ce n'est pas une autorité sur le papier, c'est une autorité qui travaille. Nous avons également, nous nous sommes battus pour le non-cumul des mandats. Et vous savez que le non-cumul des mandats, ça a été difficile à obtenir parce que les parlementaires n'étaient pas chauds au départ. Mais en 2017, ce sera fait. Et c'est déjà, il y a déjà des gens qui l'ont fait de manière volontaire. Et nous travaillons tout le temps sur le lobbying, c'est-à-dire que quand on veut savoir pourquoi une loi sur le tabac ou sur la santé a pu être vidée de son contenu, eh bien, il faut regarder qui est venu harceler les députés ou les sénateurs avec la défense de ses propres intérêts. Nous sommes battus pour que dans chaque loi, au début de la loi, il y ait marqué les gens qui ont été reçus par les parlementaires. Bon, les problèmes sont complexes. N'en déplaise à ma voisine, c'est pas simple. Prenez le barrage de Sivens. Qu'est-ce qui a raison? C'est les agriculteurs ou c'est les écolos? Celui qui peut me le dire, je le félicite. Moi, je peux pas. Bon, j'en reste là pour l'instant. Alors, je vais répondre à votre question. Est-ce que je partage votre constat? Oui, premièrement. Le premier commentaire que je ferai, c'est qu'on n'est probablement pas dans une période historique si originale que ça en termes de représentativité, qu'elle soit des élites politiques, économiques ou autres. Je ne suis pas certain que sous la Troisième République, la classe politique était beaucoup plus hétérogène qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le problème, c'est que cette classe politique, si on revient un petit peu sur l'histoire de France, elle avait un pouvoir, un vrai pouvoir. Et qu'aujourd'hui, pour reprendre les paroles d'un Pierre Bourdieu, on est dans une logique de dépolitisation de la politique. Parce que globalement, depuis une vingtaine, trentaine d'années, le personnel politique a transféré toute une part de sa responsabilité, soit à des appareils administratifs ou à des entités supranationales de type Union européenne. Alors évidemment, on n'est pas là pour traiter complètement la question européenne, mais elle est extrêmement importante dès lors qu'on sait qu'une bonne partie des lois qui sont votées en France ne sont que des simples transpositions de règlements européens. Est-ce à dire que la construction européenne aujourd'hui est non démocratique? Je n'irai pas jusque-là, c'est une forme de démocratie, elle peut être discutée, mais je ne pense pas qu'on ait nécessairement le temps aujourd'hui. Mais ça pose évidemment des questions, l'articulation entre le Parlement et la Commission. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense et là, pour le coup, je pense qu'on vit une vraie rupture. Alors sur la crise économique, je ne partage pas les propos de mon voisin, dans la mesure où moi j'ai plutôt le sentiment qu'on est, en tout cas pour ce qui concerne la France, en crise depuis 1973, et que globalement, les chiffres du chômage et de la précarité n'ont fait qu'augmenter depuis cette période-là, et que depuis le milieu des années 80, on vit un chômage de masse qui est globalement, socialement assumé par toutes les parties prenantes. Donc on fait plutôt une gestion sociale du chômage plutôt qu'une vraie politique de rupture de ce point de vue-là. Ce que je considère aujourd'hui comme absolument fondamental, c'est une inadéquation en fait entre ce qu'on appelle en sciences politiques globalement une autonomisation du champ politique. C'est que globalement, le champ politique est de plus en plus autonome avec ses propres logiques, avec ses propres modes de fonctionnement et ses propres logiques de reproduction, dont acte. Le problème, c'est que ça fait évidemment le parallèle avec la perte de puissance du personnel politique aujourd'hui en France est extrêmement difficile.
alors je ne veux pas rentrer évidemment en tant que président d'une association dans une comparaison politique ou autre, mais quand vous avez un président de la République qui est élu en 2012 en disant « je vais renégocier le traité européen » et que 48 heures après, il va le signer tel quel avec la chancelière allemande, ça pose des problèmes démocratiques directs, indépendamment qu'on soit UMP ou PS, c'est absolument pas la question. C'est comment vous pouvez faire campagne pendant des mois, et 2 jours après, sur quelque chose d'absolument fondamental en matière de politique économique et d'intégration, remettre en question complètement votre parole. Ça, c'était éventuellement possible, je pense, il y a des décennies. Aujourd'hui, ça n'est plus possible, ça n'est plus recevable par une société civile qui bouge, qui est dynamique, par des citoyens qui sont de plus en plus éduqués, de plus en plus informés. Et donc la rupture, elle vient de là, justement. Je pense qu'aujourd'hui, on doit repenser complètement les modèles de mobilisation des questions de la société civile, et ça passe pas nécessairement par une question institutionnelle, fondamentalement. Je pense qu'évidemment, la Ve République aujourd'hui se meurt petit à petit. Je ne sais pas ce qu'on attend d'ailleurs fondamentalement pour la changer, si ce n'est peut-être des ruptures plus radicales. C'est le problème de ce pays, c'est qu'il cherche simplement une république, soit dans des guerres mondiales, soit dans des guerres civiles. Il faudra qu'on se pose un jour la question d'une forme de maturité politique, peut-être à l'anglo-saxonne, et de ce point de vue-là, copier nos amis anglais, qui sont capables de faire des révolutions sans couper nécessairement des têtes, ou le faire dans des bains de sang. Voilà, pour ouvrir le débat. Donc merci. Donc on voit que le constat est... vous ne partagez pas les mêmes idées, notamment sur les causes de cette déchéance. On va revenir sur un outil législatif qui a été mis en place l'année dernière, dont vous avez déjà parlé, M. Terré. C'est donc les lois de 2013 qui avaient pour but de prévenir les conflits d'intérêts et de garantir la transparence de la vie publique. Donc ces lois posent l'obligation pour les élus, entre autres, de fournir à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d'intérêt et une déclaration de situation patrimoniale. Plus récemment, la semaine dernière, il y a une charte déontologique qui est à l'attention des collaborateurs du président qui vise à renforcer la confiance des citoyens dans l'action du président de la République qui a été signée. Est-ce que selon vous, l'ensemble de ces lois peut se révéler efficace, et au-delà de tout ça, est-ce que ça peut rétablir le lien entre l'élu et le citoyen, et est-ce que ça a vraiment des effets concrets sur la défiance et la méfiance qui est en train de s'installer On peut faire l'inverse. Dans l'autre sens. Alors, je vais répondre à l'idée. Alors, je pense qu'il faut faire attention à cette question de la transparence. C'est-à-dire que, oui, le personnel politique qui est élu doit faire preuve d'honnêteté, d'éthique et d'une forme de transparence dans la manière dont il utilise éventuellement les fonds publics. Est-ce qu'il doit faire l'absolue transparence sur sa vie personnelle? Est-ce que quelqu'un qui posséderait 2 maisons, 3 maisons aurait une éthique moins aboutie, moins profonde qu'une personne qui n'aurait absolument aucun bien? Je ne suis pas dans cette logique-là, et je pense que ce serait extrêmement dangereux. Est-ce que pour autant on ne doit pas communiquer sur la capacité des gens à s'enrichir dans la politique? Et là c'est une vraie question, et globalement d'où viennent les revenus et comment ils sont utilisés? Pourquoi pas? Mais je pense qu'il y a un danger potentiel à vouloir pousser la transparence, parce que finalement, on n'arrête jamais cette logique de transparence. C'est sans fin, c'est quasiment sans fin, jusqu'à, je caricature à outrance, mais jusqu'à consulter la manière dont votre député, votre élu, etc. vit au quotidien, ce qu'il a dans son frigo, pour savoir s'il ne mange pas mieux que, éventuellement, son voisin qui, lui, mangerait des produits de moins bonne qualité. Je pense qu'il y a un vrai danger là-dessus, de démagogie, à mon sens, et que ça ne règle pas fondamentalement le problème, à mon sens. Une question de représentativité et d'effectivité du rôle de l'élu, qu'il soit au niveau territorial ou au niveau national. Je ne suis pas certain que ce soit une vraie réponse. Je ne partage pas la réserve de mon voisin sur le sujet. Je vais simplement égrener quelques noms, qu'il s'agisse de M. Cahuzac, qu'il s'agisse de M. Balkany. J'en prends un côté pour ne pas faire de jaloux. Il y en a un qui est condamné par l'autre. Mais M. Balkany, il n'est pas condamné, mais enfin, la littérature, elle est quand même abondante. Mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça confirme les risques qu'évoque votre voisin.
Alors, Ils ont fait une loi, non, ils ont fait une loi, c'est vous différent. avez le droit de défendre M. Pascali, hein, je ne le retire pas. Mais moi, ce que je considère, c'est que ces déclarations, je vous rassure tout de suite, elles ne sont pas extrêmes. On ne va pas regarder dans le frigo du député. Aujourd'hui. On se contente de se mettre à peu près à niveau des pays qui nous entourent. À peu près. Pas tout à fait, mais à peu près. Par conséquent, jusqu'ici, le gros risque, il n'est pas un excès de transparence, mais il est plutôt l'opacité. Alors, moi je pense que là, nous faisons un vrai progrès, que ce progrès ne se traduira pas immédiatement, il faudra du temps, mais je citais tout à l'heure, avec la haute autorité, les quelques personnes qui ont déjà été épinglées, ça fait très mal. Et progressivement, je pense que ça va nous amener à avoir une certaine circonspection de la part des élus dans l'utilisation de leurs réserves parlementaires, par exemple. Donc ça, je pense que c'est important. On donne la parole là-dessus. On les fera réagir après par la suite. Moi, je suis favorable à cette transparence en politique, même si je pense que ça ne suffit pas, mais je pense que c'est important que les élus politiques, en début de mandat, d'abord, fassent une déclaration de leur patrimoine, mais aussi des intérêts qui peuvent les lier dans leur engagement professionnel. Je pense que c'est vraiment important, et les deux sont liés. Est-ce que ça suffit à empêcher les Cahuzac? Je n'en sais rien, je pense pas, hélas. Ça veut dire qu'il faut aussi faire vraiment qu'il y ait un contrôle fiscal, qui soit aussi effectif et effectué, voilà. Mais parce que c'est vrai que un évadé fiscal, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que dans un gouvernement où il y a un évadé fiscal, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'une politique soit mise en place contre l'évasion fiscale. Pourtant, c'est quand même par là que part le plus gros de l'argent public. Donc forcément, c'est nécessaire. Bien sûr que si. Je peux vous dire que le manque à gagner, justement, le manque à gagner de l'évasion fiscale, et je pense que le problème numéro un aujourd'hui, bien plus que le discours bien plus que le discours de la dette. Bien plus que les discours de la dette, et qui permettraient bien d'autres politiques publiques. D'ailleurs, c'est pour ça que les amis grecs, justement, de M. Tsipras veulent faire une réforme fiscale d'envergure, justement sur l'évasion fiscale, alors que l'Union européenne, parenthèse, veut leur imposer une hausse de la TVA, ce dont ils ne veulent pas. Pour autant, ce que je pense, c'est qu'il y a aussi la nécessité de mettre en place des contrôles citoyens sur les politiques publiques. Un autre problème, un autre aspect de la corruption, c'est aussi la part que prennent les intérêts privés dans les politiques publiques. Et les travaux qui sont faits à l'heure actuelle sur les partenariats publics-privés sont très intéressants parce qu'ils montrent à ce point-là toute l'opacité qu'il y a entre justement le système économique et le système politique. Et c'est vrai que moi je n'ai pas d'éléments, mais je peux toujours m'interroger quand je vois que sur une ville comme Paris, le stationnement par exemple municipal est confié pour une très grande partie à des entreprises privées. Vous avez un groupe comme Vinci par exemple qui fait un bénéfice net de 45 millions d'euros par an. C'est énorme, colossal. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner, parce que ces intérêts, ce bénéfice net qu'il fait, si c'était géré par le service public municipal, eh bien soit on pourrait baisser les tarifs, soit il pourrait y avoir de l'argent réinvesti dans d'autres politiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a des intérêts privés énormes, par exemple, vous avez la tour Triangle en ce moment qui est en débat, mais sur plein d'autres endroits, quand vous avez des intérêts privés pour faire des grands projets, que moi j'appelle grands projets inutiles à imposer, le centre commercial géant Europa City, vous parliez de Siemens, mais on pourrait parler de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les sommes sont tellement colossales qu'il est nécessaire qu'il y ait des contrôles citoyens aussi accrus, parce qu'à un moment donné, c'est là que commence la corruption. Or, plus on réduira les intérêts privés pour satisfaire les besoins de politique publique, plus aussi on se prémunira contre l'ensemble des dérives de corruption. Donc je pense que cette question n'est pas que affaire de déclaration, de transparence. J'y suis attachée, je suis très attachée aussi au non-cumul des mandats, mais c'est aussi une question aussi de faire reculer les intérêts privés dans les politiques publiques. Bien.
Moi, je n'ai pas de désaccord fondamental avec tout ce qui a été dit. Alors, sur le dernier point, la méthodologie pour mettre en œuvre des services publics par la voie de concession, de partenariat public-privé, effectivement, elle nécessite des contrôles stricts. Elle nécessite aussi que les gens soient un peu honnêtes. Dans ma vie de fonctionnaire, on a essayé de me corrompre 2 ou 3 fois. Voilà. Mais je ne suis pas totalement certain que la mise en place de contrôles citoyens ou autres en soit la meilleure recette. Alors après, quant à réintégrer dans un service public exercé en régie toutes les activités qui sont concédées, c'est un débat un petit peu plus philosophique, mais je comprends que ceux qui sont partisans que par ailleurs il n'y ait plus tellement d'économie privée soient partisans de commencer par le retour en régie de tous les services publics. Donc, je ne vais pas engager de débat là-dessus. Mais malheureusement, il y a aussi des occasions de corruption, et on sait tous que les États qui avaient complètement nationalisé l'économie étaient des États mafieux où la corruption était probablement, il n'y avait pas de contrôle citoyen, et étaient des États mafieux où il y avait également une corruption considérable. Donc la question, elle est effectivement dans les dispositifs de contrôle. Contrôle citoyen, contrôle juridictionnel, contrôle de hautes autorités. Bon, moi, vous savez que la déclaration de patrimoine, ça s'étend à beaucoup de gens. Hein. Moi, j'ai pu en faire une. Je l'ai faite. Enfin, c'est pas réservé aux ministres et aux parlementaires. Vos élus locaux la font aussi. Je l'ai faite d'ailleurs assez en retard. On m'a pas demandé grand-chose. Je suis pas sûr que ce soit extrêmement surveillé. Bon, peu importe. Néanmoins, moi, il y a une chose simplement il y a 2 choses qui me préoccupent dans cette affaire. C'est finalement comment faire pour avoir des élus à la fois compétents, qui ne soient pas corrompus et qui soient à l'écoute de leurs citoyens. Je pense qu'on a un problème que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Il est celui de la surabondance. Je parle contre ma paroisse, mais je pense qu'il y a beaucoup trop d'élus dans ce pays. Il y a beaucoup trop de couches administratives, il y a beaucoup trop de mandats qui se superposent. Comme dit mon amie Valérie Pécresse, c'est plus le millefeuille territorial, c'est la pièce montée territoriale, on ne sait plus où on en est, tout ça, ça génère des coûts, tout ça, ça génère des gens dont les responsabilités s'entrecroisent, et ça a pour conséquence qu'on ne peut pas faire ce qui se fait dans des pays peut-être un peu plus adultes au point de vue démocratique, c'est-à-dire admettre l'idée que la gestion des affaires publiques, je parle des élus territoriaux, à un moment donné, ça doit devenir un emploi qu'on exerce avec une durée limitée, qui est celle du mandat, mais duquel on peut vivre décemment et d'une manière, disons, qui correspond aux responsabilités qu'on vous confie. Je ne sais pas si vous savez, je crois que l'indemnité du maire de Paris, c'est 5 000 € par mois. C'est bien. Oui, c'est bien, mais écoutez, ok, bon, c'est bien. Je ne sais pas combien d'étudiants issus de cette école considèrent que le sommet de leur carrière, ce sera quand ils gagneront 5 000 € par mois. Voilà, donc je pense qu'il faut aussi, alors évidemment c'est beaucoup plus que vous voyez payer au SMIC, hein, mais il faut aussi avoir un peu de rationalité. Moi j'ai visité j'ai eu des contacts avec des élus allemands en Allemagne, c'est très simple, les élus, ils ont un contrat de travail qui est, alors ils sont très peu nombreux à l'avoir, hein, parce que c'est pareil, chez nous on est X adjoints, c'est un peu ridicule. Ils sont très peu à l'avoir, mais ils ont un contrat de travail qui est aligné sur la rémunération des cadres de la mairie. Voilà, c'est-à-dire que le maire est payé 10% de plus que le secrétaire général, et ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait en arriver à des systèmes comme cela pour que les choses soient claires. Alors, cela dit, ça n'empêchera pas, parce que c'est pas parce que quelqu'un serait rémunéré comme un cadre de mairie que ça empêcherait la grande corruption. On a évoqué ici ou là, bon, j'ai pas spécialement d'action chez Balkany, mais ce que je réfutais, c'était le parallèle que vous faisiez entre quelqu'un qui a été condamné et quelqu'un qui bénéficie quand même du préjugé d'innocence, même si c'est quand même un peu bizarre tout ça. Bon. Ça me rappelle l'histoire que me racontait un ami qui a été élu dans le Midi, qui était maire d'une commune au bord de la mer, et à qui un de ses aînés, très ancien, de gauche d'ailleurs, dit un jour, vous savez, le problème qu'on a ici, c'est que si on est corrompu, on fait une énorme fortune, et si on est honnête, on fait une petite fortune. Méditez ça. Si vous voulez, les élus sont des gens qui, effectivement, notamment à travers la délivrance des permis de construire, qui est une activité importante pour un élu, qui est la manière pour lui de construire sa ville, évidemment, ils sont en face d'intérêts absolument gigantesques.
colossaux, avec des possibilités de besoins qui sont faramineux. Bon. Qui sont faramineux, qui sont considérables. Et il fut un temps où, malheureusement, beaucoup y ont cédé. Donc moi je pense que c'est bien qu'on surveille le patrimoine des élus. Tous les vieux cadres supérieurs des entreprises du BTP vous racontent les histoires. Ah bah oui, un tel, on lui a donné un appartement. Ni vu ni connu. Alors il est mis au nom de la femme, de la petite amie, quand on n'est pas marié, de je sais pas si, puis voilà. Donc ces genres de choses ont existé. Je pense que les déclarations de patrimoine ont au moins l'effet de les limiter. Mais ils ont aussi des effets pervers, parce que les gens vous tombent dessus, peuvent tomber sur tel ou tel, sur le thème, l'espèce de sale riche, etc. Et d'ailleurs, les hommes politiques fortunés, il y en a quelques-uns, le plus riche d'entre eux, je ne le citerai pas, mais c'est pas de sa faute, ça lui vient de famille. Voilà, bon, il a évidemment, si sa déclaration de patrimoine a été analysée par la presse, il a évidemment considérablement sous-estimé ce patrimoine, qui est principalement constitué d'œuvres d'art, donc évidemment, on peut jouer avec ce genre de choses. Bon, mais pourquoi ? Parce qu'il y a un niveau de richesse qui, effectivement, fait que les personnes qui n'y ont pas accès ont le sentiment que c'est inadmissible. Voilà, donc c'est quand même un peu... Et ce niveau de richesse, il n'est pas forcément énorme. Donc il y a évidemment un petit problème de mise en évidence, ou voire de mise au pilori des gens. Mais je pense qu'il est moins grave que celui des facilités que j'évoquais tout à l'heure et qui ont quand même beaucoup existé, tout parti politique confondu, dans des époques qui, je crois, sont heureusement à peu près terminées, sauf exception. Je voudrais quand même dire une chose, dans la petite fiche qu'on nous a donnée, il y avait écrit la question de l'irréprochabilité des élus. Alors là, il ne faut pas trop nous en demander. Personne n'est irréprochable. Comme disait notre Seigneur Jésus-Christ, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et c'est vrai qu'on en arrive à des niveaux où c'est pas seulement sur la question de l'argent. Moi, je connais quelqu'un, un élu local, une élue locale. Un jour, elle s'est fait voler par la police. Elle avait 1,5 g ou 2 grammes d'alcool dans le sang. Bon, ça veut dire qu'elle avait fait un bon dîner, hein, pas qu'elle s'était... Enfin, je suppose que vous avez eu des cours d'éducation, etc. Bon, et bien le lendemain, ça s'est retrouvé en assez bonne place dans le Parisien libéré, enfin qui n'est plus libéré. Et ça, si vous voulez, et évidemment, si elle n'avait pas été, c'est pas une élue majeure, hein, c'est une élue locale, comme moi. Et ça, là, je trouve qu'on arrive à un degré où effectivement, on recherche l'irréprochabilité. Quelle est la personne parmi les lecteurs de ce canard qui n'est jamais sorti d'un dîner en ayant bu plus de 4 verres de vin? Je pense qu'il n'y en a aucune. Et néanmoins, parce que c'est une élue, c'est dans le journal avec sa photo. Voilà. Et tout le monde se gauze de Madame Machin qui est alcoolique. Donc il faut aussi faire attention, si vous voulez, à cette espèce de projecteur qu'on met sur les gens. Bon, en France, on échappe encore un petit peu au projecteur sur les mœurs, encore que quelqu'un pour qui j'ai pas une particulière sympathie, qui est Florian Philippot, a été traité par les médias d'une manière absolument abjecte. Si ça n'avait pas été lui, il y aurait eu des manifestations pour prendre sa défense. Voilà, on est aussi sur une pente qui n'encourage pas les gens à devenir élus locaux. Merci. Philippot, il a fait l'objet d'un outing sauvage par la presse. Pardon ? Non, ça n'a rien à voir, mais on commence par... Non, mais c'est son problème de vouloir le dire ou pas le dire. Oui, mais on commence par s'intéresser à la fortune des gens, ensuite on s'intéresse à celui qui a bu un verre de trop, ensuite on s'intéresse à celui... Alors bon, là j'ai parlé d'un cas, ça peut être quelqu'un qui, dans les médias anglo-saxons, c'est les gens qui trompent leur femme ou leur mari, bon, ou le président qui a une petite amie. Voilà. Quand ce sont des élus... Non, mais je ne vais noyer personne, moi. Mais je dis qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que irréprochable, c'est un peu beaucoup. Honnête, digne, décent, decent, comme ils disent anglo-saxons, ce qui est un mot qui a un sens plus introduit, oui. Mais les élus ne sont pas irréprochables. Si on veut que les élus soient irréprochables, il n'y en aura plus. Vous venez de dire donc, que les élus ne sont pas irréprochables. On va se poser la question de savoir maintenant s'ils sont irrévocables. Voilà, vous avez parlé de rajouter un petit peu plus de contrôle citoyen au niveau des décisions qui peuvent être prises au niveau de l'action publique, via peut-être des assemblées citoyennes, etc. Ma question va s'adresser plutôt à Madame Simonet parce que c'est une idée qui vient plutôt du parti de gauche et du front de gauche sur la question de l'irrévocabilité des élus.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consisterait la mise en place d'un référendum citoyen à mi-mandat pour juger ou non du respect du mandat de l'élu? En quoi est-ce, à vos yeux, une solution viable pour justement peut-être éviter de tomber dans ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire une présidence de la République qui devient parfois toute puissance, mais c'est vrai pour la présidence de la République, mais c'est aussi vrai pour les élus au niveau local. Et en même temps, est-ce qu'un tel dispositif ne conduirait pas, on peut penser à une forme nouvelle d'instabilité, encore une fois, dans la mise en place de réformes? Est-ce que vraiment ce ne serait pas décourageant de prendre de vraies mesures justement dans l'action publique, ce risque d'être reconnu comme révocable? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Et je pense que chacun aura son avis à donner sur cette question-là. Oui, alors évidemment, donc, nous défendons l'instauration d'un référendum révocatoire. Mais alors pas uniquement. En fait, on défend, pour reprendre vos dernières paroles sur la 5e République qui se meurt à bout de souffle, et l'enjeu de passer à une 6e République, dans notre attachement profondément républicain, nous souhaitons et nous défendons la convocation d'une assemblée constituante. Il y a d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon qui a lancé un mouvement M6R, Mouvement pour la 6e République, pour que puisse être convoquée une assemblée constituante et que le peuple puisse justement dans ce processus constituant élaborer la nouvelle constitution. Donc évidemment, c'est pas nous en tant que parti qui allons définir qu'est-ce qu'il doit y avoir dans cette nouvelle constitution, puisque c'est au peuple de le définir. Mais en tant que parti, on peut nourrir la réflexion sur qu'est-ce qu'il faudrait. Et notamment, il y a cette mesure-là, mais qui est une mesure, qui ne résume pas l'ensemble, mais qui est, par exemple, l'instauration d'un référendum révocatoire. C'est sûr que si à mi-mandat, parce qu'on estimerait que tant de pourcents des électrices et des électeurs l'auraient demandé par voie pétitionnaire la convocation d'un référendum, eh bien le fait que les citoyens puissent, à ce moment-là, dans ce référendum révocatoire, dire si les élus doivent rester ou remettre leur mandat et des nouvelles élections convoquées, pour nous c'est important parce que ça engage un autre rapport du parti politique et des élus qui font des promesses lorsqu'ils se présentent à une élection et qui ensuite peuvent absolument pas les tenir et faire une toute autre politique, et les citoyens sont sommés d'attendre patiemment l'intégralité du mandat pour avoir à nouveau à s'exprimer. Ça nous semble important, sachant que pour nous, le fait que le peuple est le souverain, c'est essentiel. Enfin, je veux dire, dans la République française, c'est la base de notre histoire, de la Révolution française, et que cette souveraineté du peuple, elle exige que les représentants du peuple soient toujours en train à la fois de convaincre et d'expliquer leur politique. On ne fait pas une politique sans le peuple, contre le peuple. On doit faire une politique avec le peuple. Et en s'appuyant sur l'intelligence collective, en expliquant pourquoi on prend telle décision, on peut revenir sur des engagements si on estime qu'on s'est trompé, on peut aussi expliquer, on peut convaincre, mais ce travail vraiment de l'intelligence collective, ce travail de la conviction et ce rapport permanent entre les élus et le peuple, nous semble déterminant. Donc il y a ce référendum révocatoire qui existe par ailleurs dans d'autres pays, il y a des différents États des États-Unis qui pratiquent ce référendum révocatoire. C'est aussi un élément clé dans les révolutions citoyennes bolivariennes d'avoir instauré ce référendum révocatoire. On pourrait vous donner d'autres exemples, mais ça nous semble être une mesure emblématique. Et on avait donc lancé le débat là-dessus, c'était en novembre, on avait justement organisé dans toute la France justement des référendums symboliques sur l'instauration de ce référendum révocatoire. Et moi j'étais vraiment surprise à quel point ça a intéressé les citoyens et les citoyennes, pas dans mon bac à sable, mais dans les différents quartiers du 20e. C'était une action militante qui avait suscité beaucoup d'échanges, beaucoup de débats. Monsieur Théry, une réaction? Oui, ça me fait penser à deux circonstances historiques. La première, parce que votre référendum révocatoire, c'est l'impeachment américain. Alors le dernier en date, c'était celui contre le président Clinton pour avoir joué à des jeux bizarres avec sa stagiaire. Et on en a profité pour vouloir le faire démissionner.
c'était naturellement les républicains les plus extrêmes qui avaient fait ça, mais ça a bouleversé la politique étrangère américaine pendant un certain nombre de mois. La deuxième chose à laquelle ça me fait penser, je suis en train de lire la biographie de Fouché. Et Fouché, pendant la Révolution, a fait partie de la terreur, et on a vu ce qu'a donné 1793, c'était la révolution permanente, c'est-à-dire que tous les mois ou tous les 2 mois, il y avait un renversement de majorité et on passait à quelqu'un de nouveau. Le peuple parisien était tout à fait enthousiasmé, mais ça a très vite débouché sur le bonapartisme, et je pense que déjà un président élu pour 5 ans, c'est pas très long, ça ne lui laisse pas beaucoup de temps pour faire une politique suivie et constructive, mais alors si c'est 2 ans et demi, ça m'inquiète quand même pas mal. Je vais rebondir sur les points. Effectivement, je pense qu'il y a... voilà, ça va être mieux comme ça. Le principe du référendum révocatoire, pourquoi pas, encore faut-il effectivement que le dimensionnement ne soit pas inapproprié et perturbe finalement le jeu démocratique, parce que il peut y avoir aussi, de ce point de vue-là, une forme de facilité, et on glisserait vers des formes, j'allais dire, ultimes de démocratie d'opinion qui sont quand même extrêmement compliquées. Et quand vous êtes dans un pays comme la France, 60 millions d'habitants, difficile de produire, de mettre en place des politiques publiques à 6 mois, 1 an, et d'en faire un vrai retour d'expérience en disant, bon voilà, est-ce qu'on a évalué cette politique-là, et est-ce que les citoyens sont au fait de cette évaluation? Et on sait très bien qu'il y a une difficulté entre la question qu'on pose, en plus dans un référendum de toute façon historiquement, et les motivations du vote. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, je suis extrêmement méfiant et parfois assez circonspect sur cette notion de peuple. J'avoue que ça me laisse parfois assez dubitatif, et la mythologie qu'on construit autour de ce terme-là est parfois un petit peu dangereuse, sachant que la République française n'a pas en plus le monopole de la mobilisation du peuple, et que la monarchie parlementaire anglaise n'est pas moins démocratique que la République française de ce point de vue-là. Donc les déterminants des niveaux de démocratie ne sont pas nécessairement liés au fait d'avoir une république ou une monarchie aujourd'hui. Et paradoxalement, j'ai plutôt le sentiment aujourd'hui qu'en Europe, les monarchies sont probablement des régimes démocratiques. En tout cas, la manière dont leur organisation ont bien plus avancé que la République, la 5e République. Donc ça, c'est un premier élément. Pour conclure sur cette question de l'irrévocabilité des élus, je m'interrogerai davantage sur les modalités de leur élection, sur le renouvellement de ces élus, globalement sur la circulation entre la société civile et les représentants, plutôt que sur la capacité régulière de les révoquer. Je pense que l'enjeu est davantage d'avoir une forme de représentativité plus large, une respiration démocratique, faire en sorte que hommes politiques ou femmes politiques, ce ne soit pas un métier. Et très clairement aujourd'hui, le statut de l'élu n'est pas suffisamment évoqué, alors qu'à mon sens, ce serait une des révolutions majeures d'un point de vue normatif, c'est de permettre à une personne qui n'a pas nécessairement de capitaux culturels, vous faites le sondage, enfin faites l'enquête, regardez le profil sociologique de vos élus, ils sont soit hauts fonctionnaires, soit à 10-15% dirigeants d'entreprise. Mais si vous êtes employé d'une entreprise dans le secteur privé, si vous êtes cadre d'une entreprise dans le secteur privé, c'est extrêmement difficile de devenir élu. Parce que vous n'avez aucun filet derrière, aucun filet. Et donc, il faudrait qu'on se pose davantage la question de cette forme de représentativité. J'ai absolument rien sur le fait que les élus, certains élus soient issus de la fonction publique. J'ai éminemment de respect pour cela, mais on ne peut pas continuer à considérer que la protection que vous octroie la fonction publique permet de faire de la politique. C'est insupportable. C'est insupportable. Et aujourd'hui, force est de constater par les faits que c'est exactement ce qui se passe en France et depuis maintenant des décennies. Et c'est pour moi un des problèmes. Voilà, plus que la révocabilité en soi.
Oui, je partage ce qui vient d'être dit et je pense qu'effectivement la possibilité pour des gens qui ne sont pas fonctionnaires comme moi de devenir élus ou retraités, parce que finalement en réalité les gens qui représentent le monde du privé dans les élus, c'est souvent des retraités. C'est très compliqué, je pense que ça passe notamment, je l'évoquais tout à l'heure, par des rémunérations déjà suffisamment correctes pour que quelqu'un puisse envisager pendant un certain temps en tout cas de faire ça à la place de son métier. Mais je voulais dire autre chose. Alors, sur la question de la révocabilité, bon, c'est un petit peu comme comme la durée des mandats. Il faut qu'il y ait une durée qui permette éventuellement d'être impopulaire pendant un certain temps, puis de redevenir, puis de présenter des résultats. Il arrive que des choses impopulaires s'avèrent efficaces au bout d'un certain temps. On verra bien si c'est le cas de la politique du gouvernement actuel. C'est pas mon point de vue, mais après tout, il faut lui laisser sa chance. Je suis pas de ceux qui considèrent que parce qu'un gouvernement perd toutes les élections intermédiaires, ce qui est un peu l'équivalent d'un référendum révocatoire quelque part, il devrait s'en aller. Voilà, bon, alors en même temps, avoir par exemple dans les collectivités territoriales, pourquoi pas des mandats très courts, ou des espèces de mandats renouvelables par tacite reconduction, mais avec une clause de rendez-vous, ça ne serait pas forcément inintéressant. Même si là aussi, il faut parfois un peu de continuité, mais enfin la tendance des gens, elle est quand même à renouveler les élus quand ils font à peu près bien leur travail. Voilà, alors je voulais aussi dire une autre chose. Bon, d'abord quand même que je suis pas sûr que les régimes chavistes soient des modèles de démocratie, ni la Convention nationale de la Grande Terreur. Et je pense que dans la conception de la souveraineté du peuple, justement, la Révolution finalement a été, dans la conception de la souveraineté tout court, la Révolution a été une digne héritière de la monarchie, c'est-à-dire qu'on a en France une idée de la souveraineté absolue du souverain. C'est un héritage qu'a fait le peuple des rois, et avec la fameuse phrase, vous savez, de Louis XVI, parfaitement juste du point de vue de la Constitution d'ancienne France, c'est légal parce que je le veux. Et ben en France, c'est légal parce que le peuple le veut, puisque le Conseil constitutionnel, comme vous le savez, on a jugé ainsi à propos de l'élection au suffrage universel. Et cette idée-là, c'est une idée, à mon avis, qui est extrêmement dangereuse pour la démocratie et pour la liberté individuelle. Enfin, moi, je suis un libéral, et en tant que libéral, je considère que toute souveraineté doit être limitée et s'exercer dans le cadre des lois et de la Constitution. Voilà, alors après, on organise l'exercice de cette souveraineté de manière différente. Moi, encore une fois, ça ne me choque pas que les gens qui sont élus rendent des comptes plus régulièrement, pourquoi pas, à condition que ce soit un peu filtré, parce que évidemment, comme on le voit parfois, ça peut donner l'occasion à des entre guillemets, minorités agissantes de placer les élus en situation de campagne électorale permanente. Or, il faut bien penser aussi que les élus, on ne les élit pas pour être en campagne électorale permanente, on les élit pour, notamment les élus territoriaux, mais enfin aussi les élus de l'Assemblée nationale, du Sénat et des ministres, on les élit pour gérer les affaires publiques et pour faire un boulot. Et il est bon qu'ils aient de temps en temps un peu de temps pour, j'allais dire, oublier un peu de se faire valoir auprès de leurs électeurs et s'occuper de faire ce pourquoi ils ont été mandatés précisément. Voilà, donc il faut savoir raison garder par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, on s'est intéressé à l'outil législatif, à l'outil référendaire pour redynamiser la démocratie. Maintenant, on va poursuivre notre cheminement, notre réflexion vers l'émergence des initiatives citoyennes. Donc, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mouvements qui naissent, qui se développent. On peut penser par exemple à tout ce qui est lobby citoyen, à tout ce qui est, enfin, on peut appeler ça think tank citoyen. Et moi, ma question va être d'abord pour vous. Est-ce que vous pouvez nous donner un point de vue plus certain sur l'émergence de ces modèles? Quelles sont les clés de compréhension de l'émergence de ces initiatives? Et est-ce que ça participe réellement au renouveau de la participation démocratique, ou on va dire que c'est un peu une coquille vide sans trop d'efficacité et d'efficience? Alors, je vais parler de ce que je connais évidemment le mieux, à savoir les think tanks. Et là, essayer de diffuser un message plutôt d'optimisme par rapport à la chose publique et à la chose politique. Ce qu'on constate globalement, c'est que depuis le début des années 2000, il y a une croissance du nombre de ces organisations et qu'il y a un transfert de plus en plus important de personnes mobilisant des capitaux culturels assez importants, issus de différents partis politiques qui, constatant qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile de produire et de réfléchir dans les partis politiques, s'extraient de ces organisations,
restant évidemment adhérent et en partageant les valeurs, j'allais dire, principales, mais en travaillant la dimension programmatique dans ces organisations. Alors, c'est une tendance qu'on observe. Est-ce qu'on a fait une enquête empirique, statistique, etc. Évidemment que non, parce que ce serait extrêmement compliqué. Toujours est-il qu'on constate cela. Et c'est assez simple de le corréler finalement à une forme de désaffection des personnes pour les partis politiques. On a globalement une adhésion, des niveaux d'adhésion extrêmement faibles dans ce pays. Le parti communiste français, qui était historiquement au XXe siècle le vrai parti de masse, qui avait vocation justement à éduquer les membres et à faire de la vraie éducation populaire, a littéralement disparu. Donc vous n'avez plus aujourd'hui de partis politiques qui entretiennent cette histoire-là. Et à côté, vous avez évidemment ce qu'on appelait dans les analyses comparées de partis politiques, les partis dits de cadre, plutôt centre-droit ou de droite, qui aujourd'hui, globalement, se sont complètement extraits de cette dimension programmatique et papillonnent sans avoir nécessairement une colonne vertébrale relativement dense et s'en remettre finalement à des figures tutélaires et parfois même bonapartistes dans les postures et que finalement on n'est plus vraiment dans la politique. Et ce qui est rassurant quelque part, paradoxalement, dans cette désaffection à mon sens, de ces partis politiques, c'est que les gens qui s'extraient de ces logiques-là purement partisanes pour s'intégrer dans des logiques associatives de type think tank ou autre, finalement c'est parce qu'ils souhaitent faire vraiment de la politique. C'est parce qu'ils souhaitent vraiment travailler la question des idées, la question des programmes, et pas simplement la question des postures, la question des petites phrases. Et ça, c'est plutôt rassurant, parce que quand vous êtes dans des structures de type think tank, on vous juge d'abord par ce que vous produisez. On vous juge d'abord par la qualité de vos idées, par la qualité de vos propositions. Et c'est transparent, c'est ça. C'est que quand on est dans un think tank, on affiche ses idées. On est dans une même logique d'un parti politique, on affiche ses idées, on affiche ses propositions, on affiche ses analyses. Et donc c'est plutôt rassurant d'une certaine manière, parce que ça veut dire que les gens souhaitent continuer à faire de la politique. Mais pas de la manière dont les vieux partis en France continuent de la faire. Et c'est pour ça qu'à mon sens, ces vieux partis ont vocation à se transformer en, j'allais dire, sur les modèles un petit peu américains, globalement de chambres d'enregistrement de personnalités politiques au moment des élections, sur la base d'un programme qui sera constitué essentiellement d'idées provenant de la société civile, de différents groupes d'intérêts. Ce n'est pas nécessairement péjoratif dès lors que c'est assumé complètement et qu'on doit pouvoir rassembler, lorsqu'on est un personnage politique, j'allais dire, les idées les plus larges possibles, évidemment dans le spectre des valeurs qu'on défend, sans nécessairement dire que ça vient exclusivement de mon parti politique et que c'est tel groupe qui a réfléchi à ces questions-là, etc. Puisque de toute façon, pour les personnes aujourd'hui qui restent dans les partis politiques, ils ne sont de toute façon plus représentatifs du tissu socio-culturel français. Vous prenez la sociologie des membres du Parti socialiste aujourd'hui, ils ne sont absolument pas représentatifs de la société française. Vous avez 60 à 70% de fonctionnaires. Il n'y a pas 70% de fonctionnaires dans la société française. Donc nécessairement, ça détermine des visions du monde. C'est obligé. J'ai rien contre les fonctionnaires, je le répète, mais ça détermine votre vision du monde. Et que vous avez un manque de représentativité, et j'allais dire d'énergie et de vitalité dans la manière de voir la société et ses différentes dynamiques. Donc moi, j'ai plutôt un message positif à porter en disant que oui, la société civile s'organise. Elle ne rejette pas nécessairement les formes de représentation politique traditionnelle, simplement, voilà, on existe, on a des idées nouvelles, on veut les porter, écoutez-nous et essayez de prendre nos idées. Parce que c'est ça l'avantage aussi de ce type d'organisation, c'est qu'elles n'ont pas le culte de la personnalité. Le principal, c'est que leurs idées prennent le pouvoir et que ce ne soit pas telle ou telle personne. Et c'est ça qui me paraît être le plus important. Oui, alors, d'abord, effectivement, j'en ai évoqué les think tanks, je vais en dire un mot. Je crois que c'est effectivement un phénomène qui se développe en France avec un peu de retard sur d'autres pays et d'une manière qui est plutôt intéressante. Il y a des bons think tanks à droite comme à gauche qui publient, qui font des choses. Donc très bien.
Cela dit, je ne suis pas totalement certain non plus que les partis politiques aient perdu toute utilité pour la fabrication de programmes et de propositions quand on est dans l'opposition. Surtout quand on est dans l'opposition, que les partis politiques servent à quelque chose une fois au pouvoir. Bon, alors, par ailleurs, il y a une particularité française, je pense, à laquelle j'ai suffisamment participé pour pouvoir l'évoquer, c'est que les partis politiques sont tous, comment dirais-je, irrigués par leurs administrations, entre guillemets, leurs administrations parallèles. C'est-à-dire qu'il y a entre le tiers et la moitié des hauts fonctionnaires français qui participent d'une manière ou d'une autre au groupe de travail du parti politique et à leur préférence pour déterminer la politique correspondant à leur activité de fonctionnaire quand le pouvoir aura changé. Donc ça fait partie des, j'allais dire, peut-être des figures imposées, des traditions républicaines. Donc vous avez des bandes d'énarques de droite qui vont le soir rue de Girard ou ailleurs, et des bandes d'énarques de gauche et des bandes d'énarques de gauche qui vont rue de Solferino quand la droite est au pouvoir. Non mais c'est la réalité. Bon, d'ailleurs, c'est la réalité des hauts fonctionnaires. D'ailleurs, c'est pas forcément plus mal que les partis politiques qui sont dans l'opposition puissent avoir accès à de la compétence et à de l'information. Je veux dire, moi je l'ai fait avec une parfaite bonne foi et d'ailleurs en respectant aussi mon devoir de loyauté et de discrétion, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde, à droite comme à gauche. Enfin, c'est une particularité du système français, c'est un peu probablement pour ça que les think tanks en France ont moins d'impact. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des nouveaux modes d'expression démocratique de différents types. Je vais en évoquer deux. L'un, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de villes, enfin que je vois dans la mienne. Il y a un conseil municipal qui est élu, mais il y a aussi d'autres endroits où les gens peuvent se retrouver. Il y a des conseils de quartier qui sont formés de gens de bonne volonté, qu'après la municipalité trie un petit peu, on en prend de sensibilités diverses, etc. Et puis à Boulogne, on a créé quelque chose, mais je crois qu'il y a d'autres villes qui l'ont fait. On a un comité économique et social et environnemental local, équivalent du grand CESE à l'échelon national, où on rassemble, disons, les gens de Boulogne qui ont une compétence particulière et qui veulent consacrer un petit peu de temps à travailler sur des sujets, à donner des idées. Et d'ailleurs, on y met, entre guillemets, traditionnellement, parce qu'il n'y a pas très longtemps que ça existe, des gens qui n'ont pas été élus et qui étaient sur la liste d'opposition. Et c'est des opportunités de discussion un peu, j'allais dire un petit peu à blanc, parce que les rapports du CESE, ils sont communiqués au conseil municipal, mais ils n'ont pas de valeur juridique, et en même temps c'est une ressource, une source d'inspiration pour l'action locale et une opportunité pour des citoyens qui ont envie de faire quelque chose de consacrer un peu de leur temps aux affaires publiques. Bon, la dernière chose que je voulais évoquer, parce qu'il faut quand même, je parle un tout petit peu de l'UMP de temps en temps, vous savez que ce parti envisage non seulement de changer de nom, ce qui est la seule chose qui intéresse les journalistes, mais aussi de changer un peu de manière de fonctionner de ce point de vue-là, précisément pour essayer de se mettre au bout du jour, et notamment en mettant en place, c'est mon amie Nathalie Kosciusko-Morizet qui porte ça, un dispositif internet de débat sur internet extrêmement élaboré pour pouvoir proposer justement à des gens une manière de, entre guillemets, militer en apportant leurs idées, en faisant leurs commentaires, en disant des choses qui soient un peu différentes de la tradition qui d'ailleurs n'existe plus parce qu'on n'en a plus besoin, des soirées Miss Soupli, qu'on a tous connues, j'imagine, enfin ceux qui sont des militants, des soirées Miss Soupli ou des nuits de collage d'affiches ou du boitage, enfin on le fait encore un peu, hein, mais bon, tout ça, il y a des gens que ça n'amuse pas du tout de se lever le matin à 6h pour aller distribuer des tracts à la sortie du métro, même si moi je trouve que c'est assez sympa. Et donc voilà, l'UMP va mettre en place ce dispositif, je pense que d'autres partis le feront ou le font, c'est pas une question de droite, de gauche ou d'autre chose, mais ça montre aussi que les partis politiques sont capables d'imaginer des façons de travailler correspondant, utilisant les nouvelles technologies. Alors, moi je suis beaucoup plus sceptique sur les think tanks. J'arrive jamais à bien prononcer, hein. Désolé, moi j'ai un anglais qui est catastrophique. Moi je me demande si c'est vraiment ça. Est-ce que c'est des prêts à penser ou est-ce que c'est des prêts à ne pas penser? Je vous invite à réfléchir là-dessus. On avait jusque dans les années 70 un mouvement intellectuel en France assez fort, assez présent, en lien aussi avec toute la dynamique du mouvement social. Et moi j'ai vraiment le sentiment que au même temps que dans les années 80, il y a eu une crise des idéologies, notamment à gauche,
Et le TINA s'est installé. Vous savez ce que c'est que le TINA? C'est le There is not alternative. Ça aussi, mon anglais, mon accent est terrible. Mais à partir du moment où le TINA s'est installé, eh bien vous avez voilà, les énarques. Moi j'étais au PS jusqu'en 2008. Bon ben voilà, les énarques prenaient la direction des affaires. Donc oui, on avait des partis, ces partis traditionnels sont là pour faire la sélection de ceux qui vont candidater. Hein, et puis alors, du coup, comme il n'y a plus de réflexion et d'élaboration, puisque il n'y a pas d'alternative et qu'on ne pense pas changer le monde, alors qu'on s'engage en politique parce qu'on veut changer le monde. Eh bien, à ce moment-là, on va chercher dans les think tanks, eh bien, ces lobbying qui vont vous donner du prêt-à-penser. Voilà. Mais honnêtement, vous regardez la composition sociale de ces think tanks, ils sont néanmoins, eux aussi, généralement issus des mêmes écoles, des mêmes niveaux sociaux. Il y a très peu de mixité culturelle dedans. Et généralement, bon ben voilà, c'est des prêts à penser le système. C'est-à-dire qu'on reste vraiment dans l'idéologie dominante, il n'y a pas de rupture, ça ne dérange pas. Par contre, il y a plein d'autres dynamiques citoyennes passionnantes. Les forums sociaux internationaux, regardez un peu l'expérience citoyenne de Podemos en Espagne. Vous avez des formes également en France, dans d'autres types, un développement des coopératives, vous avez des scopes d'éducation populaire, vous avez des luttes sociales qui évoluent sur d'autres expériences radicales et concrètes. Je pense les Fralib, par exemple, des ouvriers qui, en reprenant leur outil de travail, eh bien, ont repensé le mode de développement et ont introduit la question écologique comme question centrale. Vous avez énormément d'expériences dans des associations de quartier où on repense aussi les choses dans un mode alternatif. Moi, je m'enrichis beaucoup plus là-dedans que dans les think tanks. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est quel rapport on a avec aussi, que ce soit les intellectuels et que ce soit avec l'ensemble des citoyens et citoyennes. C'est vrai que les économistes atterrés, je ne sais pas si cette expression-là, sinon vous la chercherez sur Google, donc des économistes qui ne pensent pas le TINA, sont jamais invités sur les plateaux télé, et pour autant, ils ont des réflexions qui, pour nous alimentent énormément. Mais je peux vous dire que moi, dans mon travail d'élu, le fait d'être tout le temps sur le terrain, j'apprends énormément des luttes. Et dans ma méthode de travail, je suis une élue d'opposition citoyenne au Conseil de Paris. Je vous donnerai par curiosité, comme ça vous verrez un peu quel animal je suis. Chaque mois, par exemple, je fais un service après-vote. C'est-à-dire chaque mois, je rencontre des batailles que j'ai menées au Conseil de Paris sur des sujets. Et donc là, je ne sais pas quel numéro je vous ai ramené, le numéro du Conseil de février. Bon ben par exemple, il y a tout un dossier sur la situation des kiosquiers. Ben, moi j'ai découvert une réalité que je ne connaissais pas quand j'achetais mon journal. Je ne savais pas quelle était la réalité sociale de ces gens-là qui travaillent pour à peine 3 € de l'heure. Et ce fil-là m'a permis à découvrir toute une problématique intéressante, hein, dans laquelle vous avez un gros comme JC Decaux. Eh bien, par une démarche d'éducation populaire politique, les élus, les militants apprennent aussi énormément. Moi, je peux vous dire qu'en faisant des porte-à-porte, en faisant des démarches de l'éducation populaire, des porteurs de parole, des assemblées citoyennes, je me nourris beaucoup plus d'une compréhension du monde que dans des think tanks pré-mâchés. Et c'est vrai que cette démarche de créer des assemblées citoyennes, j'ai essayé de l'initier dans la campagne municipale, les listes s'appelaient Place au Peuple, mais c'était encore très embryonnaire. Il y a quelques endroits en France, dans les départementales, ou sur les listes Front de Gauche alliées avec Europe Écologie Les Verts, il y a eu des démarches qui ont été enrichies. Et là, vous apprenez bien plus quand vous allez avoir le collectif de citoyens qui se battent contre l'usine d'incinération et qui sont capables d'accumuler un savoir collectif de compréhension de tout un tas de questions. Et je pense que voilà, c'est quand on est confronté à une action et qu'on crée du cadre collectif, qu'on crée aussi un savoir partagé. Cette démarche d'éducation populaire, elle est en train de reprendre un essor. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que je peux juste répondre 2 petites secondes sur la question des think tanks. Je remercie Madame Simonet de lancer la perche et je l'accroche comme ça avec grand plaisir. J'ai un souci avec ce que vous venez de dire pour 2 raisons. La première, c'est que, et c'est moi quelque chose qui m'attriste, parce que je trouve que c'est une limitation dans le débat démocratique, vous avez depuis le milieu des années 90, en France, et notamment à gauche, une peur de ce terme think tank qui provient très simplement de publications de travaux de Pierre Bourdieu, qui a expliqué la révolution néoconservatrice américaine et anglaise, avec l'arrivée de Ronald Reagan et de Margaret Thatcher, sur la base des think tanks conservateurs américains et anglais, Heritage Foundation et Adam Smith Institute au niveau anglais.
Évidemment que ces organisations ont permis l'émergence de cette qu'on a appelée la révolution néoconservatrice aux États-Unis et en Angleterre. Mais de quel droit peut-on résumer la pensée en disant que parce que des think tanks ont contribué à la révolution néoconservatrice aux États-Unis dans les années 70 et en Angleterre, que par définition ces modalités d'organisation collective sont par définition néoconservatrices et libérales et au service des grandes entreprises. C'est juste le contraire. Et il y a un deuxième élément, vous parlez des économistes atterrés. Les économistes atterrés, à mon avis, sont tous docteurs d'université en économie, donc largement plus diplômés que la caissière du Franprix du coin ou de l'ouvrier sur la chaîne de PSA. Donc il faut arrêter la démagogie. Je ne maîtrise pas les intellectuels. Oui, non mais il faut arrêter la démagogie de dire que parce qu'on mobilise des capitaux culturels importants, on est nécessairement moins représentatif et qu'on ne défend pas éventuellement des catégories inférieures. Et je ne vous renverrai pas évidemment vers les intellectuels organiques de notre ami Gramsci. Donc c'est extrêmement important à mon sens, et à gauche on fait l'erreur majeure de croire que les mobilisations collectives que vous évoquez sont à opposer aux logiques des think tanks. Les think tanks s'inscrivent dans la durée sur des logiques de politique publique. Vous prenez l'exemple de certaines mobilisations contre des sites industriels, mais quel rapport avec des logiques de politique publique nationale ou éventuellement locale? Rien. Mais elles peuvent être tout à fait complémentaires. Donc je trouve dommage de réduire cette notion-là en prêt-à-penser, alors que vous avez des structures extrêmement innovantes. L'Institut Kervégan, qui est un think tank territorial, qui travaille avec des groupes de citoyens sur des logiques territoriales, plutôt de centre-gauche et de gauche d'ailleurs, et qui, de ce point de vue-là, mobilise des cadres, des employés de la fonction publique à Nantes, je vous invite à regarder ce site, et qui justement revisite les catégories des think tanks. Et donc, attention à ne pas nécessairement limiter la question des think tanks à la question libérale et conservatrice qui existe, je suis d'accord avec vous, absolument, il ne s'agit pas de la nier, mais elle n'est absolument pas représentative de l'échantillon et surtout des dynamiques nouvelles qui se créent. Voilà. Monsieur Terret, vous voulez réagir, et après on va prendre les questions de la salle. Bon, si vous êtes... Je vais dire un petit mot quand même, juste très rapide. D'abord, je pense qu'il faut faire les deux quand on fait de la politique. Et j'ai évoqué les bandes d'énarques qui travaillent le soir, ça leur fait beaucoup de bien ces bandes d'énarques parce que dans les partis, ils rencontrent des militants et des gens j'allais dire normaux, des gens qui ne sont pas formés à leur métier. Donc moi j'ai beaucoup aimé dans toute ma vie de militant, et je suis un militant, ces opportunités d'aller à la rencontre des autres gens. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y ait des partis politiques, c'est précisément des endroits où vous pouvez vous trouver le soir à discuter de l'avenir de la protection sociale avec 2 ou 3 médecins, une demi-douzaine de petites vieilles dames qui n'ont pas forcément leur bac, et ainsi des jeunes comme vous ou d'autres, voilà, et l'infirmier de l'hôpital du coin. Donc je pense que ça, c'est aussi le côté précieux de la politique. Puis ce que je voulais dire aussi quand même sur le débat intellectuel, parce qu'on est ici à Paris-Dauphine, qui est quand même une université qui a été créée, qui s'est constituée et qui encore aujourd'hui est un lieu de liberté et de résistance au magistère marxiste qui a pesé sur l'université française et sur les sciences humaines pendant 30 ans. Non mais attendez, lisez Furet quand il raconte ce qui lui est arrivé quand il a voulu commencer à sortir un tout petit peu de la ligne mathiésienne en matière d'histoire de la Révolution. Donc voilà, il y a eu des réactions. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans un sens et dans l'autre. Moi, je trouve très bien qu'il y ait des universités de droite et des universités de gauche, mais il y a quand même des gens qui ont pensé que pendant très longtemps, qu'il n'y avait pas d'alternative à la pensée marxiste en histoire, en économie et en sciences humaines. Donc à chacun c'est totalitaire. Peut-être non, je ne crois pas à chacun son époque, je pense qu'il faudrait qu'on puisse les partager. On va prendre les questions de la salle s'il y en a. Mais juste, soyez rassurés, je suis attachée au fait qu'il y ait des intellectuels dans ce pays. Je trouve juste que les think tanks, ils ne font pas bouger le sujet. Alors moi je voudrais... L'alternative économique, c'est plus l'expansion. Merci. Je voudrais revenir sur la transparence. Je pense qu'il y a de nombreux ouvrages littéraires, notamment d'Aldous Huxley et de George Orwell, qui montrent que la transparence a vraiment des limites. Moi je pense personnellement qu'il n'y avait pas besoin de rendre nécessairement public les
les biens notamment des parlementaires, parce que de toute façon ils réussissent très bien à cacher et à mettre en pièces annexes ce qu'ils possèdent, et je vois pas en quoi le fait de savoir ce que mon député, enfin pas mon député mais un des députés possède, apporte à la démocratie. Je pense qu'un comité de surveillance suffirait amplement. Ensuite, je voudrais revenir avec vous, madame, lorsque vous parlez de la souveraineté grecque. En l'occurrence, pour la dette grecque, faut pas oublier, oui, que les Grecs ont trafiqué leurs comptes publics pour adhérer à l'euro. Il y a des responsables politiques européens, même français, notamment, comment s'appelle-t-il, monsieur Jean Arthuis, qui est maintenant président de la commission budget au PE, donc c'est quand même assez marrant. Mais je pense pas que la souveraineté grecque, ok, elle a voté, mais simplement c'est un débat qui est européen, et là elle s'oppose aux 27 autres souverainetés de l'Union européenne. Lorsqu'on se demande s'il faut réévaluer ou non la dette grecque, c'est pas un sujet uniquement grec, c'est un sujet européen qui concerne tous les peuples européens. Enfin, je voudrais revenir rapidement sur la question de le fait de pouvoir à mi-mandat révoquer l'élu. Je pense que déjà, oui, 5 ans, c'est bien trop court actuellement parce qu'il y a un problème de temps politique et de temps économique. Est-ce que vous ne pensez pas que de dire bon, bah, après 2 ans et demi, on peut révoquer, admettons, le président de la République, pour les investisseurs et pour la politique économique, je vois pas en quoi c'est envisageable. Enfin, clairement, en disant on élit un président pour 5 ans et dans 2 ans et demi, éventuellement, on va avoir changement total de politique économique, qu'elle soit bonne ou non, parce que ça dépend uniquement, non pas des résultats économiques, mais de ce que les Français en pensent. Donc je vois pas en quoi le fait de mettre ça en œuvre sera bon à terme, et en plus ça peut dégraisser vers des problèmes. Enfin, après 5 ans, je peux très bien dire on refait la même chose, oui ou non, est-ce qu'on le garde? Enfin, je vois pas du tout comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre. Si on est élu pour 5 ans, on est élu pour 5 ans, saute faute grave, mais ça c'est un autre problème. On va prendre une deuxième question. Par contre, il faudrait s'approcher de cette liste. Aurélien. Bonsoir, je vais essayer de faire assez vite pour que vous ayez le temps de répondre quand même. Moi j'ai une question qui sous-tend plusieurs autres. La première, c'est qui n'a pas vraiment été posée aujourd'hui. Est-ce que la représentativité est démocratique dans le sens où quand on l'a définie au moment de la Révolution française par exemple, on séparait bien les deux. Et si, d'autant plus aujourd'hui avec tous les problèmes, notamment que vous avez évoqués sur le point de vue sociologique, tout ça. Donc est-ce que la représentativité, et aujourd'hui encore plus, est démocratique? Et à partir de là, je voudrais poser 2 questions qui ont été soulevées aujourd'hui. Donc la première sur le carriérisme en politique, puisque vous avez parlé, enfin je vous cite, vous avez parlé d'engagement professionnel, et vous monsieur, vous avez parlé de questions de salaire, en nous posant d'ailleurs la question si nous, dans notre carrière, on a envie d'être payé, est-ce que l'apothéose c'est 5 000 €? Voilà, ma conviction propre, pardon, c'est qu'on s'engage en politique pas pour l'argent, et donc du coup notre carrière politique ne va pas s'évaluer par rapport à l'argent. Maintenant, c'est juste, voilà, c'est juste mon avis, mais du coup je vous pose la question, est-ce que cette idée de carrière politique ne pose pas un problème justement, comme vous le disiez notamment, pour les campagnes permanentes? Est-ce que l'élu n'est pas en permanence en campagne, puisque de toute façon c'est son gagne-pain? Voilà, et donc troisième question, j'essaie d'aller vite. Troisième question sur la question de l'irréprochabilité, juste simplement, est-ce qu'aujourd'hui on ne demande pas des politiques, des hommes politiques ou des femmes politiques irréprochables, parce que ces hommes et ces femmes politiques, dans leur campagne, et ensuite quand leur politique échoue, nous disent par exemple que ce n'est pas leur faute, que c'est la faute de la crise, que c'est la faute de l'opposition, et est-ce que finalement, nous dire tout le temps qu'ils sont irréprochables, ça ne pose pas aussi en conséquence le fait qu'on veuille qu'ils soient irréprochables? Voilà. Bonsoir Monsieur Ali. Vous avez dit tout à l'heure que vous regrettiez le fait que la scène politique française ne représentait pas vraiment la société, notamment vous avez parlé du Parti Socialiste, il me semble, avec une forte part de fonctionnaires. Mais est-ce que vous pensez que c'est justement en ayant une scène, un champ politique calqué vraiment sur la société, avec notamment les mêmes parts concernant par exemple que ce soit la loi de la parité ou
et même par des minorités ethniques, etc. Est-ce que vous pensez que c'est ça qui peut faire atteindre une démocratie parfaite? Vous ne pensez pas, par exemple, que si on a à la tête du ministère des droits des femmes, si on n'a pas une femme, est-ce que vous pensez que c'est ça qui va... vous pensez que si on a un homme à la tête du ministère des droits des femmes, est-ce que ça va porter préjudice ou ne pas être vraiment représentatif, ce genre de choses? Est-ce que vous pensez que si on a 20% d'hommes noirs en France, est-ce qu'il faut 20% d'hommes noirs au gouvernement ou à l'Assemblée nationale? Voilà, merci. On va peut-être attendre vos réponses sur ces premières questions avant d'en reprendre d'autres pour ne pas les oublier en cours de route. Je vais peut-être répondre à la question du jeune homme. C'est une vraie question. Alors il y a deux choses en fait. Soit on est sur des logiques de représentativité sociale, et là finalement le fait qu'on soit un homme, une femme, issu d'une minorité ou autre, finalement ça c'est peu d'intérêt. Donc ça c'est la première chose, et force est de constater aujourd'hui que les différentes strates sociologiques de la société, ou les différentes, si on devait prendre par CSP, catégorie socio-professionnelle, finalement on est en déficit. Et de l'autre côté, est-ce qu'effectivement le fait d'avoir plus de femmes en politique ou plus de personnes issues des minorités, il ne s'agit pas d'être dans le mimétisme absolu entre la représentation et la société, mais c'est toujours une question d'équilibre. Aujourd'hui on est dans un tel décalage que ça pose nécessairement un problème d'intelligibilité du monde politique qui finalement ne comprend pas ou trop peu la manière dont, pas simplement la manière dont les gens vivent leur quotidien, mais la manière dont la société évolue. Et ça, je pense que c'est un problème. Ce serait tout aussi un problème d'avoir 90% de députés dirigeants d'entreprise. Ce serait exactement le même problème. Il ne s'agit pas d'être dans un camp ou dans un autre, mais finalement de promouvoir une forme de représentativité plus large. Est-ce qu'on peut l'imposer? C'est extrêmement difficile. Vous avez cité l'exemple de la parité. J'ai moi-même, en étant plus jeune, travaillé sur ces questions-là lorsque j'étais à l'université, et on considérait ça effectivement comme un progrès. Et je pense que c'est effectivement une forme d'accessibilité, en tout cas pour les femmes, à la politique. Après, est-ce que les femmes font de la politique différemment? Je ne crois pas nécessairement. L'histoire montre que les femmes ne font pas de la politique littéralement différemment. Je vous renvoie vers Golda Meir, Margaret Thatcher ou autres. Je ne suis pas certain qu'elles soient extrêmement différentes d'hommes en politique. Donc de ce point de vue-là, je pense que elles sont probablement pires, elles ont été probablement pires. Mais enfin, en tout cas, ce n'est pas le débat de ce soir. Pas toutes. Pas toutes. Donc voilà. Mais j'aime bien prendre ces exemples-là pour calmer rapidement les débats. Voilà. J'imagine. Donc voilà. Et sur la question de la représentativité, c'est une interrogation que j'ai, et j'ai absolument pas de certitude sur ce sujet-là, mais si les élus étaient peut-être plus représentatifs de la société, peut-être qu'il y aurait un engouement plus important de la part des électeurs en disant finalement, sans être dans une démagogie en disant il me ressemble, mais finalement quelque part ça peut être aussi à l'image de la société. Après, sans tomber dans des catégories, des pourcentages ou des automatismes, parce que ça deviendrait parfois caricatural. C'est pas parce que je suis noir que je veux voter forcément pour un noir et qu'un noir défend. Enfin, après, on glisse vers des catégories qui peuvent être parfois, à mon avis, extrêmement dangereuses, et le pacte républicain, si je puis dire d'une certaine manière, a vocation à transcender en tout cas ces questions d'origine ou de forme de représentativité. Mais il y a quand même aujourd'hui un problème de représentativité en France. Ouais. Moi, je voudrais réagir sur la question de la transparence, n'est-ce pas? Parce que on a l'air de considérer que les pauvres hommes politiques se retrouvent tout nus en public. Mais c'est pas ça du tout. Pour l'instant, nous vivons dans un état d'opacité considérable. Je ne voudrais pas reciter les deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure, parce que c'était des personnes, et il y en a d'autres, et il y en a bien d'autres. En France, nous avons un énorme problème de ce côté-là. Et la critique qui consiste à dire c'est pas bien d'aller regarder
la richesse de quelqu'un, mais la richesse de quelqu'un, aux États-Unis, tout le monde la connaît. Hein, et ça ne provoque pas des émeutes sous prétexte que M. Bloomberg est un des hommes les plus riches des États-Unis. Il a quand même été maire de New York. Ça n'a pas marché. Donc, il faut qu'on arrête de jouer à cache-cache là-dessus. Hein. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le métier d'homme politique. La représentativité, est-ce qu'il ressemble à ses électeurs, c'est quoi? On connaît tous, je pense, enfin, j'espère pour vous, des hommes politiques, des femmes politiques qui font bien leur métier de représentant. C'est-à-dire qu'ils connaissent leur dossier, qu'ils reçoivent les gens, qui sont à leur écoute, qui poursuivent une action constamment et de longue durée. Hein, et dans un monde complexe comme celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, on ne peut plus, malheureusement, hein, avoir le système athénien. Le système athénien, c'était le tirage au sort. Hein. Bon, je pense qu'aujourd'hui, l'ère du tirage au sort est terminée. Et il nous faut des gens qui soient compétents, dans un domaine en tout cas, qui soient bien payés, parce qu'il faut qu'ils puissent avoir des assistants qui vont les aider à traiter leurs dossiers. Il faut qu'ils soient là pour un temps suffisant. Hein. Et je pense qu'avec ça, on aura de meilleures lois et une meilleure gouvernance. Mais on a eu des questions quand même, c'est pas évident hein, de répondre à tout. Très rapidement sur la dette grecque. Non, mais je crois poser la question. Syriza et Alexis Tsipras vont instaurer un audit citoyen de la dette grecque. Il faut savoir que cette dette grecque, elle est énormément liée au service de la dette. Hein, vous savez que la BCE ne prête pas directement aux États. C'est interdit dans le mécanisme hein, d'indépendance de la BCE. C'est-à-dire que la BCE, elle prête aux marchés financiers qui, eux, prêtent à des taux qui, à un moment donné, sur la Grèce, ont explosé, parce qu'à un moment donné, il y avait une spéculation possible sur la crise de la Grèce, qui est un système financier totalement inacceptable. Il faut savoir que, par exemple, l'Allemagne, sous la période tragique, voilà, a une dette envers la Grèce, qu'elle n'a jamais remboursée. Bon, donc, réfléchissez à tous ces aspects-là. Aujourd'hui, le peuple grec et le gouvernement de Syriza veulent mettre en place une politique, notamment fiscale, que je disais tout à l'heure, qui est de taxer les riches, s'attaquer à l'évasion fiscale, et ils refusent de mettre en place, renflouer les caisses par la TVA, parce qu'ils estiment que c'est totalement injuste. La seule augmentation de la TVA qu'ils veulent bien, c'est faire sur les produits de luxe. Mais aujourd'hui, c'est sur cette copie-là qu'ils sont en train de s'opposer avec la Commission européenne. Donc c'est totalement antidémocratique. Donc c'est pas sur une question de... parce que les autres peuples ne voudraient pas payer la dette grecque, c'est parce que les autres peuples et l'Union européenne, la Troïka, imposent soit telle politique et pas telle autre qu'il y a le bras de fer. Bon, ça c'est ma réponse. Je vois qu'elle ne vous convainc pas, et je vous invite à lire plusieurs lectures et des lectures contradictoires et regarder aussi ce qu'ils disent des politiques qu'ils veulent mener contre les mémorandums et ce que exige d'eux l'Union européenne, et vous verrez que ce que je dis est confirmé. Sur la question sur le référendum révocatoire, je comprends votre souci, je ne vois plus le visage. Je suis perdue. Voilà. Ah, c'est encore le même. C'est le même. Ok. François Hollande, il s'est fait élire sur mon ennemi sera la finance. Bon, on a vu, il a fait la politique inverse. Nicolas Sarkozy avait mené campagne sur travailler plus pour gagner plus, sans que les gens n'aient spécialement gagné quoi que ce soit en pouvoir d'achat. Chirac sur la fracture sociale, c'est absolument pas réduite. Donc oui, à un moment donné, on ne peut pas raconter des bobards au peuple, c'est pas possible. Donc à mi-mandat, si le peuple se sent trahi, si un nombre suffisamment conséquent de citoyens et citoyennes à définir, hein, quel pourcentage des électeurs, hein, c'est quand même tout un débat de la constituante, eh bien j'estime que ce droit de révoquer, de leur dire dehors, vous nous trahissez, est légitime. Et je pense que c'est pas pour autant qu'il va être utilisé comme ça pour un oui ou pour un non, mais je pense que c'est une obligation. En tout cas, moi en tant qu'élu, j'assume de pouvoir être révoqué si on estime que je ne fais pas ce pourquoi j'ai été élu. Sur la question de la représentation, la représentativité est-elle démocratique?
bah oui, assumer une représentativité, c'est à un moment donné déléguer une partie de son pouvoir. Donc forcément, il y a quelque chose qui n'est plus de la démocratie directe, ça c'est la palissade, mais donc la question elle est aussi de se poser quelles sont par ailleurs les implications citoyennes continues qu'on met en place et les contrôles citoyens continus qu'on peut mettre en place. Moi je souhaiterais par exemple au niveau local qu'il n'y ait pas un service public piloté par des élus sans qu'il y ait à un moment donné un comité des usagers dans lequel vous avez à la fois un comité de pilotage dans lequel vous avez à la fois des représentants des usagers, des salariés et les élus politiques. Je pense qu'il faut à tous les niveaux créer de l'implication pour à la fois créer du contrôle et aussi créer des cadres d'intelligence collective. Je peux vous dire que vous metteriez ces cadres-là pour le pilotage des médias publics, je pense qu'on aurait une autre qualité que celle qui est dictée par l'audimat. Sur la question de l'engagement professionnel, moi j'ai un engagement professionnel, j'ai un métier, conseillère d'orientation psychologue, et je suis dans mon rapport à la politique d'abord et avant tout une militante. Je fais un passage par le mandat d'élu, mais j'estime que ça n'est pas mon métier, et je ne souhaite pas faire de carrière en politique. Est-ce que par ailleurs je vais assumer de jouer un rôle? Est-ce que ce rôle va être plus ou moins important? Je n'en sais rien. Ce n'est pas moi seul qui le décidera. Mais c'est vrai que pour moi, il est essentiel dans ma démarche, et que j'ai bien la tête sur les épaules, c'est que j'ai mon métier, j'ai une identité professionnelle. Et à côté de ça, j'ai ce mandat. Pour autant, bon, moi, sur ce que vous disiez sur les sommes, c'est sûr qu'on n'a peut-être pas le même parcours. Moi, je suis fille d'artiste, sculpteur, donc on ne peut pas toujours gagner beaucoup d'argent. Donc, moi, en ce moment, un mandat de conseillère de Paris, cumulé en fait conseillère municipale et conseillère générale. Donc c'est un peu plus de 3 000 € par mois. Donc je reverse 700 € à mon parti, donc ça fait 2 400 €. Moi j'estime que c'est très bien 2 400 €, j'arrive à vivre. Je ne suis pas célibataire, je suis en couple, donc finalement j'avais dit que je ne dirais rien. Donc c'est sûr qu'au niveau des loyers parisiens, être à deux c'est plus simple. Mais c'est sûr que je suis conseillère d'orientation psychologue, c'est-à-dire fonctionnaire, ça n'a rien à voir. Parce que quand je suis fonctionnaire, je gagne moins. En tant que fonctionnaire. Mais réussir sa vie, c'est pas accumuler les Rolex, hein, et c'est pas gagner de l'argent. J'espère que vous avez, vous, d'autres ambitions. Vous êtes dans une université, vous faites des hautes études. Vous aurez le choix d'ailleurs de donner le sens que vous voudrez à votre vie. Est-ce que ce sera accompagner le système dans les think tanks ou dans d'autres endroits, ou bien pourquoi pas pouvoir participer à écrire une nouvelle période de l'histoire qui donnera un autre tournant. Je pense qu'on ne sera pas forcément dans ce tournant-là avec vous, mais pour autant, je pense que le sens qu'on donne à sa vie, c'est pas l'argent cumulé. Sur la question de la représentativité sociale, moi je suis opposée aux quotas, je suis contre l'ethnicisation de la politique. Pour autant, oui, je suis attachée aussi dans mon engagement militant à voir comment on est capable justement de ne pas être une bande d'intellos à côté de la réalité. Parce que je peux vous dire tout ça, et pourtant, y compris dans mon parti, le parti de gauche, je pense que la représentativité sociale est un peu plus diverse que celle que je connaissais au PS. Mais pour autant, c'est pas ça. Moi, je peux vous dire, avoir mené la bataille contre le travail du dimanche, avoir un petit épicier qui est hyper motivé et qui veut adhérer, mais et en même temps, je ne suis pas sûre que ce soit si simple de l'accueillir dans une réunion où il y a des militants qui ont d'autres types de discussions. Et c'est pour ça que cette question-là est intéressante aussi sur les pratiques militantes. À partir du moment où vous êtes plus dans des pratiques, vous interrogez les expériences de l'éducation populaire, je pense qu'on sera plus en capacité de sortir dans un autre soi, qui est un autre soi, pas forcément que de fonctionnaire, mais qui est un autre soi où ceux qui ont fait des études sont quand même beaucoup plus importants que ceux qui n'en ont pas fait. Et moi, je sais qu'il y a toujours une difficulté par rapport à des hommes et des femmes que je soutiens dans des luttes et que j'essaye de faire venir à la politique, et parfois à une situation qui n'est pas si simple dans la vie du collectif militant, et je suis vraiment honnête là-dessus. Par contre, sur la parité, là, oui, il faut la parité. Et moi, s'il n'y avait pas eu la parité et la loi sur la parité, je ne serais pas là aujourd'hui parmi vous. Parce que on est dans une société dominée par le patriarcat, et je peux vous dire que dans la construction sociale des rôles sexués, ça joue un rôle. Moi, quand j'ai commencé à militer dans le syndicalisme étudiant, j'étais plus celle qui faisait l'organisation militante, qui était super pro pour être sur l'orga, comme on dit. Et c'était, alors là, j'ai laissé les brillants garçons jouer le leadership et prendre le micro, alors que là, j'ai maintenant acquis un peu plus d'aisance pour le tenir un peu trop longtemps. Il en a marre, mon voisin. Mais, et c'est parce qu'à un moment donné, parce qu'il y avait cette loi sur la parité, juste avant en 2001, mon petit groupe qui était une minorité, un courant de l'aile gauche du PS, m'a dit bon, c'est la parité, ils virent les hommes.
pour notre courant de l'aile gauche, il n'y a que des nanas qu'on arrivera à faire rentrer. Bon ben vas-y toi. Sinon, je trouvais moi-même que les hommes étaient plus compétents que moi, les hommes en présence. Donc c'est-à-dire que la reproduction des rôles sexuels, c'est pas simplement une oppression, une domination masculine. La domination masculine, elle est dans le système, elle est intériorisée aussi par les femmes. C'est ça que je vais expliquer, donc c'est important. Par contre, je suis contre toute approche essentialiste. Ce n'est pas parce que je suis femme que j'ai des compétences qui seraient différentes. Après, oui, j'ai aussi un autre regard sur les choses, parce que je suis le produit, vous savez, cette phrase de Sartre, il y a ce que l'on a fait de moi, et il y a ce que je fais de ce que l'on a fait de moi. Et donc forcément, quelqu'un qui a subi une discrimination, là je prends l'exemple d'une personne issue de l'immigration, va avoir quelque chose à apporter, parce qu'elle a pu vivre une discrimination, et elle va avoir un autre regard sur la société, hein, mais pas dans une approche essentialiste. Voilà. Je suis désolée, je trouve ça. Bien, je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions. Bon, la question de la représentativité et de la démocratie, elle est évidemment extrêmement importante. Quand on parle de représentation nationale, le mot de représentation, il s'applique aussi au théâtre. Et toute représentation est une mise en scène. Donc c'est une mise en scène qui repose en partie sur une fiction acceptée par tout le monde, suivant laquelle l'Assemblée nationale, c'est le peuple français. Et si cette fiction n'est plus acceptée, le système ne fonctionne pas. Donc on est quand même obligé de considérer qu'il y a une légitimité dans l'élection. Alors après, c'est vrai qu'on peut intervenir dans la manière dont les gens sont choisis pour rendre le dispositif plus représentatif. La parité entre les hommes et les femmes a été imposée. Alors après, on peut discuter certaines choses, mais je pense que dans l'ensemble, et en particulier dans les élections au scrutin de liste, c'était plutôt une bonne chose. Moi, j'aimerais qu'on fasse autant d'efforts pour qu'il y ait plus de gens issus du privé parmi les élus. Je le dis, moi je suis haut fonctionnaire, et aucune honte de l'être. J'ai choisi ce métier parce que je pensais que je l'aimerais et il m'a beaucoup donné, donc c'est pas un problème, mais quelquefois on a vraiment l'impression d'être... Enfin, on ne sait plus très bien si on est dans une réunion administrative ou dans une réunion politique, donc ça devient un peu compliqué, ou dans une réunion syndicale. Voilà, donc, mais à l'intérieur de l'administration, quoi. Donc ça va pas, et il n'est pas normal quand même que ce soit ceux qui sont payés par l'impôt qui s'occupent de lever l'impôt. Je veux dire, or la fonction essentielle du Parlement, c'est de lever l'impôt. Il faudrait peut-être que ceux qui travaillent ceux qui sont des contributeurs nets du système, je ne dis pas que les fonctionnaires ne travaillent pas, hein, ils payent aussi des impôts. Enfin, il faudrait quand même que les contributeurs nets soient un peu plus représentés. Ça me paraît extrêmement important, et je pense que je n'ai pas forcément de recette en tête, mais je pense qu'on pourrait y appliquer autant d'imagination et de réflexion que pour les hommes et les femmes. Non, je n'ai pas la nostalgie du régime. Non, mais quand je parle de contributeurs nets, je veux dire les gens qui travaillent dans le privé à tous les niveaux de la hiérarchie. C'est pas un sujet de suffrage censitaire. Non, de suffrage censitaire. Mais le suffrage censitaire, à l'époque où il existait, fondait une représentativité qui, à certains moments, a été bien acceptée. Et il y a eu des époques de l'histoire où ça pouvait se défendre, le suffrage censitaire. Voilà. Mais moi je préfère la démocratie censitaire de Louis-Philippe à la grande terreur de Robespierre, personnellement. Voilà. Mais chacun son goût. Bon, on va pas parler de ça parce que c'est comme la Grèce, on pourrait faire 2 soirées là-dessus. Alors la carrière politique et l'argent. Bon, évidemment, on ne s'engage pas pour l'argent, de toute façon. Ça c'est peut-être ma vieille éducation catholique. Je ne crois pas qu'on choisisse aucun métier uniquement pour l'argent, ou alors c'est que vraiment on est au dernier degré d'abrutissement consumériste. Même les gens qui choisissent de faire des métiers où on gagne beaucoup d'argent, je pense qu'ils y trouvent d'autres satisfactions. Enfin, en tout cas, moi j'ai des amis très riches qui sont traders et autres. Quand je leur demande pourquoi ils font ce métier, ils disent évidemment je suis content de gagner beaucoup de fric, mais ce qui me plaît c'est l'adrénaline, c'est le jeu. Enfin, tout le monde a d'autres bonheurs dans son métier que de gagner de l'argent. Donc ça c'est une chose absolument évidente. Simplement, je pense qu'il y a un problème dans notre société, que je vais d'ailleurs élargir au-delà des mandats politiques, c'est qu'il y a un certain nombre de professions, disons, d'intérêt général, dont aujourd'hui le niveau de rémunération décroche considérablement par rapport à celui qu'accorde le monde privé. Évidemment, je parle de profession de cadre, parce que dans le système public, les petits niveaux de rémunération sont plutôt meilleurs que ceux du privé. Bon, ça dépend. Bref, en tout cas, je pense que même s'il ne s'agit pas de faire une carrière politique, et je dirais même d'autant plus s'il ne s'agit pas de faire une carrière politique.
dans le système actuel, la carrière politique, c'est un peu comme l'administration. Finalement, on sait qu'on ne va pas gagner beaucoup d'argent. Et maintenant, d'ailleurs, les élus et les politiques sont payés encore moins bien que les fonctionnaires, puisque le gouvernement de M. Hollande a inventé ce truc génial que les ministres sont moins bien payés que leurs collaborateurs. Ce qui est quand même un truc un peu étrange. Enfin, moi, je ne comprends pas très bien pourquoi un ministre gagnerait moins d'argent qu'un directeur d'administration centrale. Il a au moins autant de responsabilités et on lui demande au moins autant de compétences. Mais ça devient un système, si vous voulez, où justement, parce qu'il faut renoncer à un certain nombre de choses, etc., seuls s'engagent ceux qui, alors soit parce qu'ils sont d'un grand dévouement et que l'argent ne les intéresse pas du tout, pas seulement pour eux, mais pour leurs enfants, leurs conjoints, etc., parce que si vous voulez, quand vous faites le choix d'un métier peu rémunéré, alors que vous pourriez en avoir un plus rémunéré, ça veut dire que quelque part, tout votre entourage, tous ceux qui dépendent de vous sont dans cette situation. Donc c'est pas quelque chose qui est forcément anodin. Donc vous avez soit des gens qui acceptent de faire ce sacrifice, soit des gens qui, parce qu'ils ont du fric par ailleurs, peuvent se permettre, ou parce qu'ils ont un conjoint qui les entretient, ou parce qu'ils ont je ne sais quoi, peuvent se permettre de ne pas, ou parce qu'ils ont précédemment fait fortune et vendu leur boîte à 40 ans, comme le type là, qui a fondé le parti qui s'appelle Le Citoyen. Je veux dire, je respecte tout ça, mais il ne faut pas non plus que la politique devienne seulement ce domaine-là. Et si on veut avoir en politique des gens du privé qui disent « Ah bah tiens, là je suis dans un moment de ma carrière où je peux me permettre de lâcher le bâton et de me consacrer à la politique pendant quelques années », il faut quand même que ça ne soit pas à des niveaux, comment dirais-je, totalement incompatibles avec le maintien d'un niveau de vie comparable. Voilà. Et malheureusement, moi je ne fais pas de snobisme éducationnel, mais enfin pour être le maire d'une très grande ville, si on prend quelqu'un qui vient du privé, il y aura quand même de fortes chances qu'il soit de droite, de gauche ou du centre, pour que ce soit quelqu'un qui a eu dans le privé des responsabilités qui faisaient qu'il avait un salaire plus élevé, beaucoup plus élevé que celui qu'on donne aux élus. Alors les gens peuvent, moi je connais quelqu'un, l'ancien maire de Boulogne, Jean-Pierre Fourcade, quand il est devenu ministre des Finances, il a coupé son salaire en deux par rapport à la banque qu'il dirigeait. Dans les deux cas, c'est des salaires élevés, mais il a coupé son salaire en deux. Les gens peuvent accepter de couper leur salaire en deux. Aujourd'hui, on est dans des situations avec un certain nombre de mandats locaux où c'est même pas en deux, c'est en 3, en 4 ou en 6. Et où à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de capacités dans la société qu'on met dans des positions difficiles, s'ils veulent choisir, de consacrer une partie de leur vie à faire de la politique. Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'ils disent à leurs enfants, cette année, il n'y aura pas de sport d'hiver, ou les études que tu veux faire aux États-Unis, tu les feras pas, alors que si je restais dans le privé, je pourrais te les offrir. Voilà. C'est la vie réelle. Et par ailleurs, je voudrais quand même terminer par une chose. Moi, je ne me suis pas engagé en politique pour changer le monde. Je considère que les gens qui ont voulu changer le monde ont fini par couper la tête des gens ou les enfermer derrière des barbelés. Donc je me suis engagé en politique pour rendre le monde plus agréable et plus vivable pour mes concitoyens. Merci. S'il reste C'est un drôle de résumé de toutes les une petite question en 1 minute, parce qu'on est déjà pas mal en retard. On va remercier M. Ali d'être venu et qui doit nous quitter un petit peu de façon précoce. À moins qu'il y ait une fille qui se dévoue. Voilà. Vas-y. Allez, des questions de femmes. Allez-y, prenez la parole. On a le temps de prendre les deux. Prenez le pouvoir. Vas-y. Non, mais femmes, tu poses des questions. Des femmes, Du coup, bon, ça va être une intervention assez brève, mais un peu polémique. Monsieur Gallet, est-ce que vous savez quel est le salaire médian dans ce pays? Ça doit être autour de 2000, mais j'ai pas. C'est un peu en dessous. C'est un peu en dessous. En fait, vous avez 50% de la population en fait qui considère que 5 000 € c'est extraordinairement élevé. Écoutez, je sais Vous êtes en décalage complet. Mais je ne suis pas en décalage complet parce que quand vous êtes un élu local, vous êtes quand même une sorte de fonctionnaire élu. Et moi, je trouve absurde de placer à la tête de gens, parce qu'à la mairie de Paris, les hauts fonctionnaires sont très bien payés, même mieux que dans les services de l'État. 15 000 €. Je trouve bizarre, voilà, de dire que sous prétexte qu'on est élu et pas recruté par concours, on doit être 3 fois moins bien payé que ses collaborateurs. Je trouve ça absurde. Sans doute parce que c'est un office et pas un métier. Je peux du coup essayer de On peut discuter ça à l'infini, mais à ce moment-là, ça veut dire que précisément, à cause de ça, ça devient un métier. Parce que les gens qui pourraient faire des allers-retours privés-publics, ils vont pas vouloir
faire des allers-retours à ce tarif-là. Et même les hauts fonctionnaires ne veulent plus devenir élus. Alors, ce que j'admire quand même, Donc les profs de fac qui sont vous êtes prêt à préciser que vous ne vous êtes pas engagé pour des raisons financières dans la politique. Que c'est pas, mais moi, je suis maire adjoint d'une commune, je fais ça en plus de mon boulot. Donc ça n'a rien à voir. Je reçois une indemnité qui est d'ailleurs, à mon avis, un peu trop élevée, mais bon, je ne vais pas chauder pour ça. Mais enfin, je ne fais pas de ça. Ça n'est pas le motif pour lequel vous êtes engagé en politique, donc vous ne verrez pas de contradiction ou de problème, à la rigueur, à limiter les salaires les plus aberrants qui existent dans ce pays. S'il n'y avait pas cette concurrence du privé avec une inflation salariale complètement désordonnée et sans rapport avec la richesse et la valeur produite par notamment les grands patrons. Je parle des salaires des fonctionnaires qui sont sous les ordres des élus. On peut rationaliser, mais dans ces cas-là, vous nous parlez tout à l'heure de traders, en l'occurrence, ce ne sont pas des fonctionnaires, ils ne s'investiront pas, ils ne représenteront pas les intérêts de la société civile et du privé auxquels vous êtes attachés. Donc peut-être qu'on peut aussi envisager, puisque vous êtes prêts à limiter la souveraineté populaire, pourquoi alors, au lieu de limiter la souveraineté populaire, ne pas chercher à limiter les salaires, par exemple. Aujourd'hui, on a des salaires galopants. Ça ne sert à rien. Oui, non, mais justement, mais moi je vous le propose, c'est une idée que vous pourriez envisager. Bon. C'est une autre réunion. Juste pour résumer, bon, on voit que la question qui est posée, c'est quel est le pouvoir que donne l'argent en fait dans cette société. Voilà. Je pense que chacun pourra juger, mais on sait très bien que la voix d'un milliardaire pèse plus que la voix d'un ouvrier, et c'est bien ce que comprennent les ouvriers en s'abstenant. Bon, sinon il y a un deuxième aspect. Il y a quelques nuances quand même. Qui gagne les élections, disons que c'est les 2 minutes qui me sont imparties qui ne me permettent pas de rentrer dans le détail. Mais la toute dernière question et après on va devoir arrêter malheureusement. Donc je voudrais revenir moi sur la question de l'abstention. Et quand on voit notamment ce week-end où il y a un électeur sur 2 qui ne s'est pas déplacé pour aller voter, la question pour la légitimité des élus à être gouverné à gouverner plutôt quand il y a un électeur sur un citoyen sur 2 qui ne s'est pas déplacé. Et je voulais avoir votre avis sur la question du vote obligatoire comme ça peut être le cas en Belgique. Enfin, bon, voilà. Merci. Moi, je suis pas très pour le vote obligatoire parce qu'en plus, vous savez, en Belgique, l'amende, je crois, est de 30 €. Donc, les gens qui veulent pas aller voter. Mais effectivement, pour moi, le vote est une obligation morale. Et je suis d'ailleurs frappé de voir, quand je préside les bureaux de vote, de voir à quel point c'est générationnel. Alors, je vous le dis, vous êtes jeunes, allez voter. Dans les bureaux de vote, dimanche dernier, moi j'ai pas été dimanche dernier, mon maire avait été élu au premier tour, mais le dimanche d'avant, il y avait énormément de gens âgés. On voit des nonagénaires et des centenaires qui se déplacent pour voter, toute une jeunesse qui ne se présente pas devant les urnes. Donc ça, c'est vraiment très inquiétant. Je ne suis pas sûr que le vote obligatoire améliorerait beaucoup les choses, parce que les gens peuvent toujours voter blanc s'ils ne sont pas contents. J'ajoute à ce que vous avez dit sur l'élection de dimanche dernier, et j'ai aucune sympathie pour le parti dont je vais parler, mais que parmi les gens qui sont dérogés pour voter, il y en a 25% qui, on peut dire, ne sont pas représentés, puisqu'avec 25% des voix, ils ont 1% des élus. Donc je ne suis pas sûr non plus que ça améliore totalement la légitimité du système. Oui, alors, bien sûr qu'il y a un vrai problème de légitimité des élus. D'ailleurs, on pourrait penser dans la 6ème République à instaurer une annulation d'élection s'il n'y a pas un certain nombre un taux fixé de participation, parce que à un moment donné, ça représente plus rien. Et il faut assumer de regarder la réalité en face et de se dire le système est bloqué si on ne crée pas les conditions de participation plus forte. Par contre, sur la question du vote obligatoire, c'est un débat, je sais, qui traverse à la fois le mouvement pour la 6ème République, qui traverse aussi mon propre parti, qui traverse beaucoup de réseaux qui réfléchissent à cela. Moi, personnellement, je suis radicalement opposée. J'estime que voter est un droit et qu'en aucun cas on va susciter l'intérêt en créant une obligation avec en plus une amende qui ne serait pas du tout proportionnelle aux revenus des gens. Donc je trouve que ce serait une injustice sociale absolue, je veux dire, entre le trader et l'agent, oui d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense qu'une vraie réflexion serait à faire. Je pense qu'il y aurait une réflexion à faire là-dessus, justement. Mais donc non, je suis vraiment pas du tout convaincue par le vote obligatoire. Je suis même radicalement contre.
je pense qu'il faut créer d'autres conditions. Il faut se remettre en cause sur la façon de faire de la politique pour intéresser les gens. Je pense que ça ne passe pas par cette obligation. Moi, je voulais dire qu'on a un peu oublié de parler de nous. Autrement dit, on a parlé des élus, mais on n'a pas parlé de nous. Et pour répondre à votre question, ceux qui n'ont pas été votés, ça les regarde. Si on se retrouve avec le Front National dans quelques années, eh ben, les gens vont comprendre leur douleur. Hein. Par conséquent, c'est à nous de voter, c'est à nous de faire voter, et c'est à nous de montrer la dignité de la démocratie. Voilà. On a le pays qu'on mérite. Alors on est d'accord là-dessus. Il faut créer les conditions. Voilà. Merci pour ces échanges. Merci d'être venu.